Merci de vous être déplacés pour cette séance d'information pour le projet de loi C-15. Nous avons avec nous M. Yves Perron, le député de Berthier-Masquinongé, très connu pour anciennement son implication, sa très grande implication en agriculture. Maintenant, il est whip et chef du Parti québécois. Whip en chef. OK. Je vais dire Thierry, il écrit mal. Et nous avons aussi M. Jean-Denis Garon, qui est député de Mirabel, porte-parole en matière de finances, revenu national et aéronautique. Excusez. Jean-Denis va nous expliquer... tu permets, Jean-Denis? Oui. Jean-Denis va nous expliquer, en gros, le projet de loi C-15. Je vous demanderai, si possible, de garder vos questions, de les écrire. Et à la fin, quand la présentation va être terminée, d'aller au micro, de vous nommer et de poser vos questions. Et je vous demanderai, s'il vous plaît, d'être respectueux. Je sais qu'il y en a qui sont pour, qui sont contre, mais peu importe, c'est une séance d'information. Sur ce, je laisse Yves. Merci. Merci beaucoup, Joanne. Oh, ça griche un peu, hein? Je parle trop fort. En fait, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un micro? Oui, on a vraiment besoin d'un micro. OK, mais il faut qu'il soit plus loin de la bouche. C'est ça? OK, alors, bonjour tout le monde. Merci de vous être déplacés. Comme Joanne l'a mentionné, en fait, c'est une demande qui est à l'origine de Joanne. Peut-être qu'on pourrait avoir une information parce que Jean-Denis a fait dans sa circonscription le même genre de séance pour donner l'information. Parce que c'est difficile parfois dans notre ère de médias qui vont vite, puis de petits clips, puis d'autres nouvelles, des fois, qui vont être plus sensationnelles, qui vont prendre le devant de l'affiche, d'avoir l'information complète. Donc, évidemment, c'est avec grand plaisir que j'ai répondu oui. J'ai dit oui. J'ai dit là, moi, j'ai 2 régions, fait que j'ai invité mes 2 UPA. Fait que je suis très fier de voir non seulement les 2 présidents des UPA, mais le président de l'UPA, qui est le producteur agricole dont les terres agricoles sont les plus proches de mon bureau de Louisville, quand même. Hein? Fait que c'est comme... Il a l'air loin comme ça, mais on est très proche physiquement. Alors, merci, Martin Caron, d'être avec nous, le président de l'UPA. Merci, M. Marcouillet, évidemment, Martin, l'autre Martin qui est là, qui est le président de l'UPA Lanaudière. Et merci, M. Papin. Lanaudière, Marcouillet-Mauricie. Merci beaucoup d'être là. On a quelques maires aussi. On a André Villeneuve de Lanoraie. On a Pierre Savignac de Sainte-Élisabeth. Et on a aussi des collègues de Lanaudière qui sont... puis on a le maire de Saint-Thomas, M. Rondeau, Martin Rondeau, Mario Rondeau. Là, il n'est pas dans ma circo, lui, fait que j'ai le droit de me tromper dans le nom. Là. Tantôt, j'avais pas le droit, mais là, j'ai le droit. Puis Martin m'aime assez pour me pardonner. Parce que là, on est dans la Lanaudière aujourd'hui. Fait qu'on se promène. Donc, merci, M. Rondeau, d'être avec nous aussi. Et ça fait la liste. Puis j'ai mes 2 collègues, Gabriel Sainte-Marie de Joliette, donc le député de M. Rondeau, justement, et mon cher collègue, M. Thériault de Montcalm aussi, Luc Thériault. Vous savez qu'au Bloc québécois, on travaille en équipe. Donc, on aime ça, se regrouper pour ce genre d'événement-là. Et quand on m'a demandé la séance d'information, c'est bien sûr que j'aurais pu aller m'asseoir avec Jean-Denis, puis faire le tour des notes que j'ai, puis développer la présentation, mais quoi de mieux que l'original? De toute façon, il est un peu plus coloré que moi, fait que ça va être moins long comme séance d'information. Je remercie beaucoup mon grand ami Jean-Denis Garon, député de Mirabel, d'avoir accepté mon invitation. Et je l'invite à venir vous expliquer ça, drette là. C'est correct si je m'assois? Je me suis pris une coupe de notes, là. Ah, Gabriel, c'est au bloc, c'est lui qui fait du trouble tout le temps. Quand on est en chambre, là, il dérange les gens, il nous empêche d'écouter. Fait que salut, Gabriel. Mais écoutez, je vais dire bonjour à tout le monde, puis merci d'être là. Merci de vous être déplacés. Maire, mairesse, les UPA, M. Caron, que je rencontre pour la première fois, mais on a comme l'impression de se connaître parce que les médias prennent une place de plus en plus importante dans nos vies. Fait que merci d'être là. Les collègues, Luc, Gabriel aussi, c'est le fun que vous soyez présents. Puis
avant que je commence sur ces 15, deux choses. D'abord, moi, je le dis toujours, hein, on est à Ottawa, on travaille. Là-bas, au Parlement, on est loin de notre monde physiquement. Puis à Ottawa, un député qui est tout seul et qui n'est pas suivi par son monde, c'est personne. C'est un député qui n'a pas de traction, qui n'est pas capable de passer des messages, qui n'est pas pris au sérieux. Puis moi, j'ai la chance chez nous d'avoir la confiance puis l'appui des jeunes Mirabel. Puis je suis très fier. Puis ils sont ici aujourd'hui. On a le président sortant de l'UPA, M. Denis, le président de l'UPA, Christian Couvrette, tous les autres. Je nomme pas tous les noms, là, mais j'aimerais ça. On peut les applaudir, le monde de Mirabel. Ils méritent ça. Puis c'est des gens qui sont ici avec nous, qui sont des enfants d'expropriés des années 70, puis qui savent que des fois, des expropriations, ça a des conséquences qui sont imprévues, puis qui sont très difficiles pour la communauté, etc. Et c'est pour ça aussi que chez nous, vous savez, moi, la loi C-15, c'est une loi qui est possiblement très dure pour les propriétaires d'exploitation agricole, possiblement très dure, tout dépendant de la façon dont c'est utilisé. C'est comme une arme. Le Alto va pouvoir décider de l'utiliser, disons, à divers degrés, mais ils ont cette arme-là dans leurs mains. Et à Mirabel, bien, je pense qu'on sait ce qui arrive quand le gouvernement ou une entité gouvernementale décide qu'ils prennent l'arme puis qu'ils vident toutes les cartouches un peu, là. T'sais, je parle d'un point de vue juridique. Alors, c'est pour ça que ça nous intéresse. Puis comme je dis, les ingrédients pour que les gens se posent des questions puis que le gâteau lève un peu, il existait partout. Mais la poudre à pâte est à Mirabel parce qu'on l'a vécu avant. C'est pour ça que ça nous touche beaucoup. Là, je vais me prendre un timer parce que Yves, là, il ne voudra pas que je prenne 1 heure du temps du monde, là, ou 2 heures. Là. C'est 15. C'est moi qui ai lancé la sonnette d'alarme au début avec mes collègues du Bloc québécois. Pourquoi? Parce que ils ont pris une loi qu'ils ont appelée la loi sur le réseau ferroviaire à grande vitesse, qui n'a rien à voir avec le budget fédéral. Ils ont décidé qu'ils sacraient ça dans le budget fédéral, qui était la deuxième plus longue loi de mise en œuvre du budget de l'histoire du Canada. 603 pages. C'est une loi pour laquelle j'étais, moi, avec 2 ou 3 membres de mon équipe pour l'analyser au complet dans le temps des fêtes, alors que le gouvernement, le ministre des Finances, a 400-500 fonctionnaires pour travailler dessus, que les conservateurs ont 30-40 employés pour travailler là-dessus. Nous, on était 4. Alors, c'est quand même nous qui avons tiré la sonnette d'alarme. Le gouvernement, de façon répétitive, quand je tiens des séances comme aujourd'hui, m'accuse de désinformer les gens, de faire peur au monde, de brandir le spectre de Mirabel, puis Disgaron fait peur au monde. Ceux qui sont allés à la séance que j'ai faite à Mirabel, que je vais reproduire un peu ici aujourd'hui, là, savent une chose. Ça ne sert pas à craquer les gens, ça ne sert pas à désinformer et à dire des choses qui ne sont pas vérifiables. Pour moi, il y a le vrai et il y a le faux dans la vie. Ça, c'est mon passé d'universitaire. Et le vrai, on est capable de le vérifier. Et dans ce cas-ci, il est écrit dans les faits, dans la réglementation, dans la loi, noir sur blanc. Quand je vais vous donner mon opinion, je vais vous dire que c'est mon opinion, ma lecture des événements, mais autrement, c'est dans le projet de loi C-15, dans la section 6, oui, dans les amendements qu'on a déposés, puis tout ce que je vais dire peut être vérifié. Puis quand le gouvernement m'accuse de désinformer les gens puis faire peur au monde, sans prouver ça d'aucune façon, mais l'insulte, c'est l'arme des faibles, c'est l'arme de ceux qui n'ont pas de contenu. Alors moi, C-15, là, je vous le dis, vous en parlerez à ma femme, j'ai passé mon temps des fêtes dessus. On a consulté des avocats, on a consulté des gens à Québec aussi, parce que vous savez que le fédéral nous dit que c'est la même loi que pour le REM, ça avait bien fonctionné. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Il y a toutes sortes d'arguments. Je les ai passés au crible, puis moi, j'ai tendance, puis on a tendance à faire ça. Chez nous, on est reconnu au Bloc québécois comme étant le caucus, même si on est petit, le plus rigoureux, le moins gratuitement partisan. Puis des fois, il faut se re-questionner soi-même pour être sûr qu'on pense vraiment ce qu'on pense. Puis on l'a fait beaucoup avec C-15, puis on n'a pas changé notre position. Alors, on garde les questions pour la fin. Vous pouvez prendre une coupe de notes, puis j'y vais comme suit. C-15, c'est un calque de la loi sur le REM à Québec, et qui a servi à faire cette espèce de métro aérien à Montréal. C'est une loi qui, essentiellement, s'appelle la loi sur les réseaux ferroviaires à grande vitesse et qui modifie la loi canadienne sur l'expropriation. La loi canadienne sur l'expropriation... Oh, m'entendez-vous? Merci, Joanie. La loi canadienne sur l'expropriation, il faut que vous compreniez d'où elle vient. Juridiquement,
le pouvoir d'expropriation du gouvernement fédéral, il est sans limite. Il est sans limite. Ça veut dire que techniquement, et là, on a fait vérifier par des juristes, et plus qu'un, s'il y avait une loi qui disait qu'on peut exproprier sans même compenser la valeur des terres, si c'était écrit dans une loi, le fédéral aurait le droit d'aller aussi loin que ça. C'est pas le cas. Je suis pas en train de vous dire que c'est le cas. Mais je fais juste vous dire que les seules contraintes juridiques au droit d'expropriation fédérale, c'est les contraintes que le fédéral se met lui-même dans une loi. Il se dit, j'ai le droit de tout faire, mais voici ce que je ne ferai pas. Puis ça, c'est dans la loi sur l'expropriation. Ça date du premier ministre Turner à Ottawa qui a fait ça suite à Mirabel. Pourquoi? Quand ils ont décidé de faire l'aéroport de Mirabel, à l'époque, tout le monde a appris ça chez nous dans le journal, comme pour Alto. On a appris dans le journal que ça allait passer, personne n'avait été consulté, personne n'avait été averti, il n'y avait pas de travail en amont, puis les gens regardent ça puis ils se disent « Mon Dieu, c'est sur ma ferme. » Et là, à un moment donné, ils leur ont dit « On aimerait ça que ça aille vite, parce que c'est un projet d'intérêt national. » Le comparatif, il est exact. Là, les gens qui sont ici, ils l'ont vécu, ils vont me dire si je radote. Bon. Et là est arrivée la question d'acheter les terres. Puis là, il y a des fonctionnaires fédéraux qui arrivaient, puis ils faisaient des offres de gré à gré, puis il y a des gens qui en ont accepté. Puis il y en a qui en ont eu des bonnes, il y en a qui en ont eu des mauvaises, il y en a qui ça faisait pas leur affaire. Il y a des gens qui c'était la 6e génération qui cultivaient, puis ils gardaient la terre pour leurs enfants, puis ils voulaient juste pas la vendre, etc. Mais ce qu'on savait, c'est que des fois, votre voisin d'en face avait une offre 2 fois plus élevée. Il y avait des iniquités, de l'injustice, de la violence. Il y a des gens qui sont devenus, qui sont restés locataires de leur propre ferme pendant longtemps, puis qu'il fallait qu'ils demandent à Ottawa pour peinturer un mur dans une chambre pour un enfant, etc. Là. Et suite à tout cet arbitraire-là, on a fait la loi canadienne sur l'expropriation. Le fondement de la loi, c'est essentiellement la chose suivante. La loi canadienne sur l'expropriation, elle reconnaît que lorsque un gouvernement décide d'exproprier une personne, et des fois c'est nécessaire, là, on convient que s'il n'y avait jamais eu d'expropriation au Québec, on n'aurait pas de route. On ne peut pas demander à Transport Québec de posséder tout le Québec, là, mais on réglemente ça. La loi canadienne sur l'expropriation, elle reconnaît le fait que quand il y a une expropriation, tout le pouvoir de négociation est naturellement dans les mains de l'acheteur. Si vous ne protégez pas le vendeur, la personne qui a la terre, elle n'a aucune forme de pouvoir de négociation. Puis par conséquent, celui qui achète peut à peu près avoir le gros bout du bâton pour offrir ce qu'il veut, et c'est un problème. Puis je pense que vous constatez que c'est un problème. Alors, la loi canadienne sur l'expropriation, ce qu'elle a dit, c'est des fois, ça prend de l'expropriation, mais on va s'assurer, avant que ça aille en cours et que ça vire au chiard, qu'il y ait comme une forme de processus où on force la négociation pour que le gré à gré soit juste. C'est-tu correct jusqu'à maintenant? Alors, ça prend la forme suivante. Et le gouvernement décide qu'il veut faire, je ne sais pas, là, mettons un petit aéroport. Puis là, il dit, on veut vous exproprier. Alors, il crée une société de la couronne. Là, vous pouvez changer petit aéroport par train, là, puis il crée une société de la couronne qui pourrait s'appeler Alto Aéroport, par exemple. Puis là, eux, ils disent, on aurait besoin d'acheter un morceau de votre terrain ou votre terrain au complet, puis ils viennent vous voir. Ils vous avertissent, puis ils commencent par consulter. Là, après ça, quand ils sont sûrs qu'ils ont besoin de votre terrain, ils vous donnent un préavis d'expropriation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'éventuellement, ils vont en avoir besoin, ils aimeraient ça l'acheter. Puis entre-temps, vous n'avez pas le droit d'améliorer votre terrain, de construire des condos dessus, de faire une nouvelle grange, puis d'améliorer sa valeur pour pas que ça devienne la spéculation, pour pas que vous vouliez plus tard le vendre 2 fois plus cher à la couronne. Hein? Et pendant que vous avez un préavis, vous négociez. Et là, le but, vous savez, les avocats civils là, qui travaillent pour les gouvernements, la dernière affaire qu'ils veulent, c'est finir en cours. Ils veulent régler. Ils veulent que ça se fasse amicalement. Fait que là, vous négociez. Puis peut-être que les gens s'entendent. Mais si on ne s'entend pas, ce qui arrive souvent, c'est arrivé. Là, pour le REM, là, dans la région de Montréal, la Cour supérieure a été remplie de monde qui n'était pas d'accord avec les offres faites par le gouvernement. Là. Bien, si vous ne vous entendez pas, bien là, vous avez un avis d'expropriation. Là, ça vous dit, voici c'est quoi le prix et on vous achète. Une fois que vous avez l'avis d'expropriation, vous avez encore le droit de ne pas être d'accord. Puis la loi canadienne d'avant C15 reconnaît que c'est peut-être exagéré de vous envoyer à la Cour fédérale directe contester ça, alors que juste la paperasse va vous coûter 15-20 000 $ à faire. Les cours, personne ne veut aller en cours. T'sais. Alors, vous pouvez demander une audience publique. Alors, dans ce cas-là, vous avez 30 jours. Là, vous dites au gouvernement fédéral, au ministre, je ne suis pas d'accord, ils n'ont pas été corrects, je pense que je n'ai pas le bon prix, ils coupent ma terre en deux, il y a un problème d'irrigation, ils n'en ont pas tenu compte, puis je pense que ce n'est pas le bon prix.
Quand ça arrive, le fédéral doit nommer un commissaire indépendant, qui vient, qui vous écoute, qui écoute la communauté, puis qui fait un rapport et qui remet ce rapport-là au ministre. Et je pense que c'est le ministre de l'Approvisionnement. C'est pas le ministre des Transports. Dieu merci. Ça, c'était mon opinion. Voyez-vous, ça, c'est pas vérifiable. Puis là, après ça, le ministre des Transports, il est pris avec le rapport du commissaire qui dit que vous avez peut-être tort, peut-être que vous avez le droit à 100 000 de plus. Là, c'est le ministère qui met le prix final, qui dit voici combien on vous achète, l'expropriation va de l'avant. Et cette audience-là par le commissaire, elle est fondamentale pour que vous ayez, si vous êtes exproprié, de la justice dans le prix que vous obteniez, parce que ça change la façon de négocier de la personne qui veut vous acheter. Cette personne-là, là, qui arrive d'Alto ou qui arrive pour le fédéral, elle n'en veut pas d'audience publique, elle ne veut pas de commissaire, elle ne veut pas de mauvaise publicité. La réputation d'un projet... Vous voyez, Alto, c'est presque une firme de relations publiques présentement. Beaucoup plus une firme de train. Ils n'en veulent pas de mauvaise réputation. C'est pour ça qu'ils maïssent. Fait qu'ils veulent régler. Fait que l'audience publique, ça fait mal paraître la personne qui arrive, qui dit « Je vais repasser sur le corps du pauvre monde en milieu agricole ». Fait que ça vous donne un prix qui est probablement plus proche du juste prix. C'est la seule conséquence que ça peut avoir. Bon. Si le ministre vous donne un prix, et vous n'êtes encore pas d'accord, l'expropriation va de l'avant, puis vous pouvez encore contester puis aller à la Cour fédérale. La Cour fédérale, il y a des délais. Ça coûte une fortune. Puis c'est la dernière chose que vous voulez faire. Puis aujourd'hui, dans le monde de la justice, là, vous allez partout, en droit familial, en droit civil, même en criminel. De plus en plus, on essaie d'éloigner les gens des tribunaux qui coûtent trop cher et aux gens et à la société qui sont remplis de délais, là. Puis on essaie d'aller vers des modes alternatifs de règlement comme des médiations, puis exactement ce que le fédéral est en train d'abolir en abolissant la fameuse consultation publique pour éviter les tribunaux aux gens. Alors, que fait C15? C15, ce qu'il dit, c'est on arrive, on donne un préavis d'expropriation. Et là, on vous dit, on veut négocier de gré à gré. Mais on abolit la consultation publique que vous avez le droit de demander pour contester en premier recours. Fait que vous n'avez plus de pouvoir de négociation. Parce que Alto, après, peut tout simplement dire on ne s'est pas entendu, puis C15 abolit la consultation publique, puis c'est le ministre direct qui va choisir le prix d'expropriation. Et ça donne que le ministre, bien, c'est pas mal, c'est pas une personne indépendante comme un commissaire. Le ministre, il est dans le gouvernement qui donne le mandat à Alto de vous passer sur le corps, puis il y a des grosses chances. On dit, je peux pas présumer qu'il va le faire. Il y a pas mal des grosses chances que si Alto dise que votre terrain vaut 1,2 million, que le ministre ne décide pas le mois d'après que ça vaut 1,6 million, ce qui va augmenter le coût du projet. Vous comprenez? Vous n'avez plus d'arbitre indépendant qui vous aide à négocier de gré à gré. Ils le disent eux-mêmes, Alto. Ils le disent à porte close pas mal, mais ils disent « J'ai besoin de ces 15 pour m'entendre de gré à gré. » Ils le disent. Moi, comment je l'interprète, c'est la chose suivante. Je veux négocier avec les gens pour acheter des terrains. On veut s'entendre, mais j'ai le gun sur la table. Puis le gouvernement, dans ces 15, m'a permis d'avoir le gun sur la table. Comme ça, on peut s'entendre. C'est comme ça qu'on le comprend. Puis je vous rappelle encore une fois, le principe fondamental de la loi sur les expropriations, qui sont en train de modifier, c'est que si on ne donne pas des droits aux gens pour faire un peu d'opposition, puis installer un peu le projet, puis demander une audience publique, tout le pouvoir de négociation est dans les mains de l'expropriateur, par définition. Alors, ils viennent de vous enlever du pouvoir de négociation, puis la seule résultante de ça, ça ne peut être qu'une valeur plus basse pour la valeur de vos terres si vous êtes exproprié. Ça ne peut pas aller dans l'autre sens. C'est à peu près impossible. Alors, le gouvernement vous dit, c'est pas vrai, Garon désinforme, c'est pas vrai que vous n'avez plus de droit de recours, vous pouvez toujours aller à la Cour fédérale. Vous comprenez? Mais tout ce qui vous laisse, c'est le droit de dernier recours. C'est comme de dire, vous pouvez poursuivre quelqu'un, mais il faut que vous alliez vous farcir à la Cour suprême. Et personne n'a envie d'aller là, et personne n'a envie de payer pour ça. Bon. Je vous ai dit, c'est-tu correct jusqu'à maintenant? Bon. Fait que ça, c'est une injustice. D'autant plus que cette loi-là ne s'applique qu'aux gens qui sont dans le corridor d'Alto. Si, dans n'importe quel autre projet au Canada qui ne passe pas sous C5 comme les pipelines, là, puis ça aussi, ça a été un enjeu, on a voté contre, nous, le Bloc, dans n'importe quel autre projet, s'ils veulent faire un aéroport pas loin d'ici, ils n'ont pas le droit de faire ça. Ils sont obligés de vous donner un préavis, de négocier de bonne foi, puis après ça, ils sont obligés de vous donner un avis, puis après, vous avez le droit à votre audience, le ministre doit attendre le commissaire, etc., etc., là.
C'est juste pour Alto. Fait que si vous êtes dans le corridor d'Alto, en matière de loi sur les expropriations, vous êtes, à partir du moment où le Sénat va l'adopter, ça risque d'arriver bientôt, un citoyen de deuxième classe devant la loi. Moi, c'est comme ça que je l'interprète. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez, mais la réalité, c'est que la même loi ne s'applique pas à vous qu'aux autres. Puis ça, c'est un fait. Le gouvernement va vous dire qu'on chiale pour rien et qu'on fait peur au monde parce que le Québec a fait la même chose pour la loi sur le REM à Montréal. L'avez-vous entendu, celle-là? Bien, vous allez l'entendre. François-Philippe Champagne le répète. Ministre des Transports le répète. Vous êtes contre Québec. Ils disent, si c'est bon pour Québec, pourquoi ce ne serait pas bon pour nous autres? Première chose. Quand Québec a fait ça, ils nous ont dit que c'était une loi d'exception et que ça ne serait pas utilisé souvent, puis que c'était vraiment pour une fois. Vous savez, juste une fois au chalet, là? Bien, c'était un peu ça. Que c'était juste une fois, que c'était une loi d'exception, qu'effectivement, c'était pas juste envers les gens, mais qu'à un moment donné, il faut ce qu'il faut, mais qu'on n'en ferait pas une pratique courante. Là, on est rendu à Ottawa qui reprend une loi d'exception pour refaire une loi d'exception en nous disant que ce ne sera pas une pratique courante. Comprenez où est-ce qu'on s'en va avec ça? On s'en va vers un narratif où ils nous disent les lois sur l'expropriation donnent trop de droits aux gens, puis là, bien, on ne fait plus rien au Canada si on ne viole pas cette loi-là. Mais on ne la fera pas toute d'une shot. On va juste, dans l'esprit du monde, installer le fait que les expropriés ont trop de droits, là, on va gruger tranquillement. Fait que le Québec le fait, Ottawa le fait dans C15, Ottawa le fait dans C5 pour les pipelines. Puis un jour, la loi complète va y passer si on laisse faire ça. Vous comprenez? Ça installe l'idée que des expropriés éventuels peuvent avoir trop de droits. Mais au-delà de ça, de dire que la loi sur le REM de Montréal peut être reproduite pour un TGV, c'est comme de dire, là je m'excuse, là, ça n'aura peut-être pas de classe comme je le dis, mais c'est comme de dire, ma grand-mère a eu le cancer, fait qu'elle a eu de la radiothérapie, fait que là ma soeur a une grippe, je vais lui donner de la radiothérapie aussi. Okay? Vous ne pouvez pas appliquer le même remède à des projets différents. Le REM, dans la région de Montréal, c'est 75-80 km de rails qui vont lentement, qui peuvent tourner, qui peuvent prendre les emprises existantes et surtout qui s'arrêtent partout et qu'il y a des retombées partout. Je vais vous donner un exemple. L'île Bigra à Laval, connaissez-vous ça? Bien, les gens disent non, bien c'est justement. Il y a genre 40 maisons, puis eux autres, ils se faisaient mettre une rampe de REM dans leur face, puis ils n'étaient pas contents. Fait que qu'est-ce qu'ils ont dit, le REM? On va vous mettre un arrêt. On va arrêter chez vous, vous embarquerez dedans. Tout le monde était content. Vous comprenez? Donc, c'était un projet non linéaire, qui voyageait lentement, qui arrêtait partout et qui était court. Là, ils nous disent on passe la même loi pour un projet de 1000 km qui ne peut pas tourner, qui ne prendra pas toutes les emprises existantes et qui arrête nulle part parce qu'un TGV, c'est à grande vitesse. Puis si vous faites 50 gares, le G est parti. Il arrête partout le train puis il est plus rapide. Alors, ils nous disent on prend la même loi pour un problème qui est complètement différent. Et à Québec, au lieu d'être la Cour fédérale, si vous n'êtes pas d'accord avec la valeur d'expropriation ultime, là, parce qu'il enlevait la première étape qui était, au lieu d'un commissaire, le tribunal administratif dans la loi du Québec, mais c'est essentiellement la même chose. Il y a plein de gens qui ont fini à la Cour supérieure parce qu'ils n'avaient pas eu un juste prix, ou ils ne jugeaient pas avoir eu un juste prix pour leur terre. Puis la Cour supérieure du Québec n'a pas été bloquée par ça, parce que ce n'est pas un trajet qui est assez long. Mais il y a eu beaucoup de gens qui ont fini en cours puis qui ont déboursé beaucoup pour être capables de finaliser leur dossier avec Québec. Puis, écoutez, ça partait de Longueuil pour aller à Deux-Montagnes. Là. Ça partait pas de Québec pour aller à Toronto. Alors moi, ce que j'ai dit au ministre des Transports, et ce que j'ai dit au ministre des Finances, c'est vous êtes en train d'envoyer 1000 km de monde à la Cour fédérale, puis vous avez de la misère à nommer des juges, puis il y a déjà 2-3 ans de délai pour les dossiers. Et si jamais vous avez un différend avec le gouvernement en temps d'expropriation, si vous allez jusqu'à la Cour fédérale, l'expropriation a le lieu pareil, mais vous avez votre argent juste quand le dossier est réglé par le juge. Vous comprenez comment c'est broche à foin, cette affaire-là? Puis eux, ils appellent ça un droit de recours. Alors moi, les amendements qu'on a déposés au Bloc, ça disait tout simplement la chose suivante. Ça disait, vous n'avez pas besoin présentement d'arriver, de donner un préavis d'expropriation. Puis là, bien, vous n'entendez pas avec la personne parce qu'elle a une mauvaise humeur. On donne un avis d'expropriation, puis on part avec le terrain parce que le ministre, on sait qu'il va être d'accord avec nous autres sur le prix. Vous n'avez pas besoin d'aller vite comme ça. Le processus d'expropriation régulier, il prend 24 mois, puis il donne un vrai pouvoir à la personne qui négocie avec le gouvernement. Vous n'avez pas besoin. Vous n'avez pas de projet. Ils ne savent pas qui va faire les locomotives.
Ils ne savent pas où ils vont prendre l'acier pour les rails. Ils n'ont pas carotté les terrains. Puis ils ne savent même pas, ils passent où dans 10 km de large pour faire 60 mètres de rails. Ils n'ont pas besoin, c'est pas, comme on dit en anglais, shovel ready comme projet. Ils n'ont pas besoin d'aller vite. Moi, je pense, ça, c'est une hypothèse que je fais, je pense qu'ils veulent exproprier rapidement comme ça parce que la valeur des terrains augmente et que plus ils exproprient vite, moins ils vous payent. Ça baisse le coût du projet. Ça, c'est l'économiste. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je suis économiste dans la vie, je ne suis pas ingénieur. Je ne peux pas vous dire si le train va être capable d'avancer dans la neige, mais je suis capable de vous dire qu'un promoteur veut payer son projet le moins cher possible. Ça, je suis capable de dire ça. Alors, c'est ça l'enjeu. C'est la mauvaise loi. Il enlève du pouvoir, puis ultimement, bien, ça va geler les courbes, ça va faire en sorte qu'on va avoir toutes sortes de conflits, qu'on n'a pas d'acceptabilité sociale, que les gens ont l'impression, avec raison, de se faire abuser, puis c'est une mauvaise loi. Alors, on voulait tout simplement, nous, dans nos amendements, entre autres choses, remettre le droit à un commissaire, droit aux gens de se faire entendre. C'est vrai que ça peut allonger un petit peu le processus, mais dans l'état actuel du projet, ça les empêcherait même pas d'avancer. Puis en plus, ça nous permettrait d'avoir une vraie consultation dans ce temps-là, parce qu'il n'y en a pas eu de consultation. Puis de donner une opinion, ça permettrait aux municipalités, aux élus municipaux, là, ça leur donnerait le temps, puis aux UPA, de correctement s'informer, faire affaire avec des ingénieurs, des architectes, etc., puis d'être capable d'aller contribuer positivement à ce projet-là, dont on ne sait pas s'il sera rentable, soit dit en passant. Nous, au Bloc, on dit, on disait à un moment donné, on n'est pas contre l'idée d'un train, là, je veux dire, personne n'est contre la vertu, mais pas n'importe comment, puis pas à n'importe quel prix. Là, ils font n'importe comment, puis on ne connaît pas le prix. Comprenez ce que je veux dire? Il n'y en a pas de projet. Moi, j'ai posé la question au PDG de la Banque d'infrastructure du Canada, au Comité des finances. C'est public, vous irez vérifier. J'ai dit, pensez-vous être un bailleur de fonds pour ce projet-là? Puis il dit, on n'a pas pu encore prendre une décision, il n'y a pas encore de projet. Je le paraphrase un peu, mais c'est à peu près ça. Là. Les gars sont meilleurs que moi à être subtils. Là. Mais vous irez voir. Vous irez voir. Fait que c'est là qu'on se retrouve. On se retrouve avec un processus accéléré. On enlève des droits, on accélère. Puis c'est pas nécessaire pour le projet. C'est pas nécessaire pour le projet. Et on n'a pas d'acceptabilité sociale. Les gens ne sont pas contents parce qu'ils n'ont pas été consultés. Et moi, j'ai même peur que s'ils réussissent à faire le premier segment qui est, vous êtes chanceux ici, qui n'est pas ici, s'ils continuent à travailler comme ça, puis qu'on n'a pas l'adhésion des gens, puis qu'ils dépassent leur coût, puis il arrive ce que je crains qu'il arrive, j'ai peur qu'on se ramasse avec le projet le plus stupide de l'histoire du Canada, c'est-à-dire un TGV Laval-Ottawa. Puis qu'après ça, on ne veuille plus faire les autres branches parce qu'on s'est trop planté. Puis je peux vous garantir que dans le monde de l'ingénierie et du transport à grande vitesse, là, un TGV Laval-Ottawa, ça fait rêver personne. Fait qu'il faut qu'ils prennent leur temps. Voulez-vous la poser à la fin ou... Allez-y. Ouais. Vous laissez-vous y répondre à la fin? Bien, c'est parce que la réponse est... Revenez-moi à toute fin avec ça. Vous allez avoir une meilleure réponse si vous attendez. Il y a comme un arbitrage. Bon. Là, j'ai une coupe de points, puis je vais y aller à rafale, OK? Des ententes de gré à gré. Alto vient, puis ils sont gentils, là. Puis ils vous disent, on est du bon monde, puis on est fin, là. T'sais. Là, ils viennent d'embaucher un nouveau vice-président là, chez Alto qui va faire les études économiques. Là. Il arrive direct de chez Norvolt. Voyons voir comment ça va fonctionner. Oui, il vient d'être nommé. Il arrive de chez Norvolt. Ça a bien fonctionné, les études de prévision chez Norvolt. Hein, comme vous savez, ça n'a pas coûté cher. Ils disent, on va s'entendre de gré à gré, on est du bon monde, on est fin. T'sais, vous savez que les gens, jusqu'à la tête de chez Alto, on a l'ancien président du port de Montréal qui a gardé des grévistes dans la rue pendant presque 2 ans et qui a embauché des scabs. Ce n'est pas des enfants de cœur, c'est des gens qui sont là pour vous vendre un projet. C'est pour ça qu'il faut s'en tenir aux faits. Moi, avec Alto, je joue toujours le jeu du « prouve-moi ce que tu dis ». Vous me dites que vous allez faire des ententes de gré à gré, vous donner des bons prix. Y a-t-il une loi, un règlement ou quelque chose qui vous force à le faire? Quand vous rencontrez ces gens-là, jouez au jeu, prouve ce que tu dis. Vous allez voir, ils ont plus de misère à ce jeu-là. C'est difficile. Une entente de gré à gré, la question, c'est pas de savoir es-tu de gré à gré. La question, c'est de savoir est-ce que le gré à gré est le résultat d'un processus équitable de négociation, chose qu'ils sont en train de court-circuiter avec C15. C'est ça la vraie question. L'autre chose, ils vous disent que c'est seulement 60 mètres le corridor, là. Tu sais, que l'emprise du train avec la partie de sécurité, c'est 60 mètres. On n'a pas de preuve de ça.
Il n'y a rien qui les oblige à ne prendre que 60 mètres en milieu agricole. Vous irez voir le train de la Californie. Savez-vous ce que les vignerons californiens ont réalisé avec le TGV en Californie? Ils ont réalisé que ce n'est pas le train qui amène du remblai. Ils ont réalisé que si vous voulez une emprise de 60 mètres, il faut bien que quelqu'un amène du remblai, de la terre, de la roche, etc. Et que le chantier, il n'y a pas nécessairement, lui, 60 mètres. Et qu'une vieille vigne, ça ne peut pas se replanter. C'est une vieille vigne. Bien, il y a eu des surprises comme ça. Les gens posent des questions, les gens n'ont pas de réponse. Sur la demande, là, pour le transport, j'y arrive à ça, là, t'sais? Parce que je n'ai pas de réponse à votre question. Mais moi, je ne suis pas ingénieur d'Alto. Le problème, c'est qu'eux n'ont pas de réponse à cette question-là, puis c'est leur job d'en avoir une. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça le problème. Les consultations, je continue là-dessus. Bon, là, une autre chose, le droit de préemption. Si vous avez, avec C15, si vous dites que vous avez un préavis d'expropriation, bon, là, vous n'avez plus le droit de faire de bonification à votre ferme. Hein? Vous comprenez? Parce qu'ils ne veulent pas la payer plus cher parce que vous avez rajouté un bâtiment s'ils l'exproprient 1 an et demi plus tard. Le droit d'expropriation, le préavis, normalement, il dure 180 jours. Renouvelable, mais il faut qu'il y ait en cours, puis c'est tannant de renouveler ça. Là, ils le font passer à 2 ans. Pendant 2 ans, vous avez, sur votre ferme, le droit seulement de faire de la maintenance puis de l'entretien régulier. Vous n'avez pas le droit de reconstruire. Et là, on nous dit, mais on n'est pas certain que dans leur prochaine consultation du printemps, quand ils vont avoir déterminé là, un corridor plus restreint, là, qu'ils vont nous dire, on va passer dans 1 kilomètre de large plutôt que 10. Là. Vous l'avez vu, le corridor? Là? Fait que ça va se restreindre. Ben, là, présentement, ils ne savent pas, ils passent où dans 10 kilomètres. Moi, dans mon comté, là, c'est 50 000 personnes dans ce corridor-là. Pardon? Ben, c'est ça. Fait que... mais pendant ce temps-là, si... Puis moi, c'est arrivé, bon, on a Christian... Il m'a permis d'en parler, Éric, mais Christian, qui est ici, son frère... Pas l'été passé, l'autre d'avant, Éric, Saint-Scolastique, son étable est passée au feu. Puis ses vaches sont toutes décédées, puis il a fallu qu'il reconstruise pour gagner sa vie. Si aujourd'hui, il était dans le corridor d'Alto, avec sous préavis d'expropriation, il ne reconstruirait pas. J'ai déposé un amendement qui visait à permettre à une personne qui a un préavis d'expropriation, au moins de reconstruire en cas de sinistre. Et le gouvernement me dit que j'abusais. Alors, il n'a pas passé. Vous comprenez? Vous irez vérifier, c'est en comité, là. Vous allez voir, Carlos Letao, ancien ministre des Finances du Québec, voulait rien savoir de ça, puis les libéraux ne voulaient rien savoir de ça. Fait que, bon, le droit de préemption, c'est un problème dans la façon dont il est défini. Pourquoi? Parce que il est possible qu'ils donnent des préavis d'expropriation sur 1 kilomètre de large pour après pas toutes les exercer. Vous comprenez ce que je veux dire? Puis là, ça veut dire que, tu sais, si vous voulez vendre votre exploitation, ou même les gens qui ont des résidences, vendent leur résidence, là, vous êtes encore dans ce corridor-là, vous êtes comme un peu dans le trou. Vous n'êtes même pas capable de reconstruire... Pardon? Bien, à Mirabel, c'est ça qui est arrivé. Puis moi, j'ai une dame dans mon comté. Moi, je veux vous en conter une histoire. Il y a une dame, elle début 72-73 ans, puis elle a une maison dans le coin de Saint-Janvier, puis elle veut aller vivre en RPA. T'sais. Puis le courtier immobilier, il dit, vous êtes dans le corridor du train, il va falloir le déclarer dans la fiche du vendeur, dans la déclaration du vendeur, puis vous allez peut-être avoir moins pour votre maison. Cette dame-là est vraisemblablement à 9 km du futur train. Vous comprenez? Comme ça n'a pas d'allure, ça. Et ça m'amène à la question de la consultation. Il n'y a pas eu de consultation. Puis Alto va vous dire qu'ils sont venus, puis qu'ils ont consulté, puis ils sont venus chez vous, puis ils ont fait acte de présence, puis il y a des journalistes qui me disent « Ouais, mais Jean-Denis, il y en a eu des consultations, le texte exagère, puis là, regarde-les, ils sont là, puis ils se font aller dans vos villes, dans vos comtés. » D'ailleurs, il avait évité Mirabel soigneusement. On les a forcés à venir, puis on les a très bien accueillis, messieurs. Et j'utilise toujours l'exemple suivant. Imaginez que le Bureau d'audience publique en environnement, le BAP, imaginez qu'il venait ici. Là, il vous disait « On aimerait ça qu'il y ait une grosse usine polluante qui fait des rejets polluants, on aimerait ça qu'elle s'installe dans le coin. » Mais on ne vous dira pas trop c'est qui l'ingénieur, on ne vous dira pas trop c'est quoi les rejets, on ne vous dira pas trop il fonctionne sur combien de quarts de travail, puis elle va être à quelque part dans 10 km de grand. Fait on vous invite à un cocktail, puis mettez vos commentaires sur une carte interactive. Là, je sais qu'il y a des anciens députés ici, là. Y a-t-il une personne au Québec, incluant Stephen Guilbeault, qui penserait que c'est une consultation? C'est tellement, tu sais... C'est tellement ridicule qu'il n'y a personne qui jugerait qu'il a été consulté. Bien, c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire.
Vous trouvez ça stupide, là, ce que je viens de vous dire, ridicule puis niaiseux? Ben, c'est ça qu'ils font. C'est ça qu'ils font. Pourquoi c'est pas une consultation? Une consultation, ça se fait par une entité indépendante. Vous comprenez ce que je veux dire? Si c'est la personne qui mène le projet, qui fait l'ensemble de la consultation, ça ne les empêche pas de demander l'opinion aux gens, là. Puis c'est correct qu'ils demandent l'opinion puis qu'ils viennent voir le monde, mais c'est des relations publiques. Ça, c'est pour avoir de l'acceptabilité sociale. Puis ça en prend des relations publiques, puis moi j'en fais, puis l'UPA en fait, puis Yves en fait. On en fait toutes des relations publiques. Puis c'est correct d'en faire. Mais c'est pas une consultation. Vous comprenez? Ce que je fais ici aujourd'hui avec vous, c'est pas une consultation. On jase ensemble. Une consultation, ça vous prend une personne indépendante qui a un mandat clair, avec des méthodes claires, pour consulter les gens selon des méthodes claires, pour après ça, publier des résultats dans une ligne du temps qui va faire en sorte que les résultats peuvent être digérés par les gens et utilisés par le promoteur de projet. Et parfois, des consultations font en sorte qu'on force le promoteur du projet à respecter certaines recommandations, comme c'est le cas du BAP, par exemple. Vous comprenez? C'est ça, une consultation. Preuve qu'il n'y a pas eu de consultation. Moi, à Mirabel, la municipalité a des propositions à faire. Là. Ils veulent un tracé qui passe à telle place. Puis je ne veux pas vous donner tout le détail parce que c'est leur affaire à eux. Puis l'enjeu, c'est pas est-ce que Garon est d'accord ou pas avec ce que propose la ville de Mirabel. L'enjeu, c'est que s'il y avait eu des vraies consultations, les élus municipaux ne seraient pas obligés d'aller courir après les ministres et après Alto dans des conférences pour peut-être avoir un rendez-vous, pour peut-être se faire entendre. Vous comprenez? C'est pas normal. Une vraie consultation, vous avez le temps de consulter vos citoyens, vos membres, vos ingénieurs, vos urbanistes, votre monde, de faire un mémoire, d'avoir un certain consensus, de le déposer tout le long du tracé, puis d'avoir l'opinion des gens pour que ce soit pris en compte, avec un commissaire ou une personne qui préside ça, ou un comité qui fait un livre de recommandations, puis qui dit, voici, votre projet aurait de l'allure si vous faites tel truc. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça une consultation. C'est comme ça qu'on mène un projet. C'est ça, les bonnes pratiques. Il y a des mauvaises pratiques aussi qui ne doivent pas être suivies. Là, on dépasse ces 15. Voulez-vous que j'en dise plus? Je peux arrêter là. Ah oui, allez-y. Ouais. Ouais. Ah, ça, c'est une bonne question. Écoutez, tu sais, dans le Parlement, là, il y a ce qui sort à la TV, dans les réseaux sociaux, puis ce qui se passe pour vrai. OK? La réalité de ces 15, là, c'est qu'on était tout seul à vous défendre. C'est que les conservateurs, ils ont fait un deal avec les libéraux, puis ils ont fait passer ces 15 tels quels. Là, les conservateurs vont vous dire, on a voté contre à la Chambre des communes. On était avec vous autres. C'est de la faute du gouvernement, tu sais. Mais voici comment ça marche, un projet de loi. C'est un projet de loi, là, tu le présentes à la Chambre des communes, puis des fois, il n'est pas parfait. Parce que rien de parfait dans la vie à part ma femme. Bon. Fait que là, vous prenez votre projet de loi, on vote le principe, puis ça s'en va en comité. Puis là, le comité font ce que nous, on a fait. Là. On le regarde article par article. On dit, ouais, ça, on suggère des amendements. T'sais? Puis une fois, il y a des amendements qu'on adopte, puis il y en a qu'on rejette. Puis quand les amendements ils sont adoptés, bien, la loi est changée, mais il faut que ça soit adopté par la Chambre des communes après. Mais on peut encore, à la Chambre des communes, s'opposer à des morceaux de la loi au dernier vote. Mais un budget, ça a quelque chose de particulier. C'est un vote de confiance. Il n'y a personne au Québec, au Canada, qui veut d'élection présentement. Là. Fait que, les conservateurs ne voulaient pas d'élection. Ils sont 25 points derrière des sondages. Fait on savait bien qu'ils ont voté, quand on a voulu avoir un vote spécifique à la dernière lecture du projet de loi, après le comité, je revenais au comité, sur cette portion-là de la grande vitesse, il y a juste les bloquistes. Il y a 22 bloquistes sur 22 qui ont voté contre. Les conservateurs ont voté contre. Ils ont laissé 8 personnes dans les rideaux à ne pas voter pour être sûr que l'opposition ne gagne pas le vote parce qu'il y aurait eu une élection. Puis ça, c'est correct. Là. Ça, c'est de la game politique. Sauf que... Une seconde, mais sauf que en comité, s'il avait dit oui à nos amendements en comité, puis tué toutes les parties toxiques pour les agriculteurs de ces 15, on aurait voté sur le bill en troisième lecture, puis ça n'aurait pas été... Il aurait passé, puis on n'aurait pas déclenché d'élection. Ils ont eu l'occasion de le faire. Mais ce qu'ils se disent, c'est personne ne regarde ça des comités parlementaires. Fait qu'ils ont voté contre parce qu'ils s'étaient entendus avec le gouvernement sur un pipeline dans l'Ouest. Puis les conservateurs ont permis au gouvernement d'exproprier les gens de façon sauvage, puis c'est ça qui est arrivé.
T'es-tu correct? J'ai coupé court. Désolé. Faut vous relever, hein? Bien, écoutez, c'est parce que, tu sais, les conservateurs, ils vont vous dire, gardez, le Bloc force un vote, on a voté contre. Puis là, ils mettent une machine de communication, puis ils mettent 1 demi-million de publicité là-dessus. C'est important. Nous autres, on n'a pas ces moyens-là. Moi, je peux vous dire, le jour où ils ont eu l'occasion de faire un changement constructif pour les gens dans cette loi-là, ils ont voté avec le gouvernement. Vous irez voir le record, ils étaient 8 contre 1. Et le vote contre, c'était moi. Oui. Ouais. Bien, parce que quand tu as un préavis qui expire, tu peux remettre un préavis. C'est ça, tu sais. Fait que tu sais, ça peut durer longtemps, ces choses-là. Ça peut durer très, très longtemps. En fait, ça peut durer indéfiniment. Ah oui. Ah oui. Oui, puis le projet n'est pas prêt. Puis là, je revenais à la question de monsieur derrière qui me demande c'est qui à la chute qui va vouloir aller à Laval, prendre le TGV pour aller faire son épicerie à Ottawa. Essentiellement, c'était ça la question. Mais il y a des cours dans les universités qui se donnent sur, ça s'appelle les méga-projets et les risques associés à des méga-projets de milliards comme ça. Là, on ne fait pas un ponceau, là. C'est un très gros projet. Puis souvent, ces projets-là dépassent leur coût, flop, sont des gros échecs. Puis des gros échecs aussi pour les contribuables. Là, tu es rendu des fois dans les centaines de milliards. Ça a été le cas pour l'Eurostar. Là. Le TGV entre Paris et Londres, il fonctionne. Ils ont encore aujourd'hui des problèmes de gestion de dette. Puis ça a été un projet qui a dérapé à l'origine. C'est bon. Les gens qui font des projets qui floppent, là, typiquement, il y a des drapeaux rouges. Puis nous, comme parlementaires, c'est notre job de poser ces questions-là. Je vous dis pas que j'ai la réponse. Je vous dis que c'est pas à moi à répondre, c'est à Alto et au gouvernement. Premier drapeau rouge, c'est quand on sous-estime les coûts. Deuxième drapeau rouge, c'est quand on surestime les revenus pour qu'on va faire croire aux gens que c'est très rentable. Troisième drapeau rouge, c'est quand on fait des prévisions financières à très, très, très long terme. Parce que, tu sais, vous savez, quand vous faites un projet, le coût des rails arrive en début de projet, puis la vente de billets arrive plus tard. Fait que plus vous allongez vos prévisions, plus vous vendez de billets pour un même coût pour les rails, puis plus c'est rentable. Puis le quatrième, c'est quand vous faites le projet à la vitesse des annonces électorales de politiciens plutôt que de l'ingénierie. Mark Carney est arrivé puis il a dit « Vous avez 4 ans pour commencer. » 4 ans, c'est quoi, vous pensez? Bon. Les coûts. On ne sait pas combien ça va coûter, mais je peux vous dire que pour le coût que prévoit Alto pour 1000 km en Europe, tu fais 380 km avec ça. Fait que si eux autres pensent que ça va être 90, mettons que ça finissait à 180 milliards. C'est comme un petit enjeu. Hein? On arrive quasiment à un train qui va nous coûter une deuxième pandémie. Là, ils nous disent qu'en 2050, quand les 3 tronçons vont être faits, ils nous disent qu'ils vont vendre 25 millions de billets par année. Bon. Moi, je n'ai pas la réponse. Je peux juste vous dire ce que je sais, moi. Ils nous disent ça. Moi, j'ai demandé à Humbleau en personne, donne-moi ton étude et ta méthodologie. 2 fois, il me dit oui. 2 fois, il ne me l'a pas envoyé. On ne l'a pas. Depuis ce temps-là, il y a des gens à HEC, dirigés par Jacques Roy, des professeurs émérites en logistique des transports, qui nous disent qu'avec la demande et la croissance de la demande, ça risque plus de ressembler à 10 millions de billets. Mais que c'est tellement... Tu sais, vous savez, vous êtes agriculteur, là, vous savez ce que ça vaut, la météo, sur 14 jours, là? Bon, imaginez sur 25 ans. C'est une prévision, tu sais. Mais mettons qu'ils ont surestimé leur vente de billets de 15 millions de billets par année. C'est 150 millions sur 10 ans, 300 millions, tu sais. 300 millions de billets sur 20 ans. À 200 $, mettons, qui n'est pas cher, 60 milliards en dollars d'aujourd'hui. Tu es rendu un projet à... Tu sais, ça peut nous coûter une deuxième pandémie. Je le sais pas. Mais moi, j'en ai pas vu des projets... Au Canada, j'en ai pas vu des projets qui n'ont pas dépassé. Puis en plus, au Canada, on a un problème endémique de coût des infrastructures. Il y a des maires ici, là. J'ai-tu raison? On a un problème de coût des infrastructures. Puis c'est typique au Canada, puis c'est reconnu par l'OCDE. Même le comparatif européen, il peut-être pas bon. Il y a assez de drapeaux rouges levés pour qu'on leur dise reculez d'un an, prenez votre mal en patience, faites des vraies consultations, faites vos prévisions financières, ficelez votre financement, puis pendant ce temps-là, travaillez vos affaires, puis dites-nous donc la vérité. Comprenez? Puis c'est pour ça qu'ils n'ont pas besoin d'exproprier vite comme ça. Eux-mêmes ne savent pas ils s'en vont où. Puis
Si vous aviez parlé à ces gens-là d'Alto il y a 1 an et demi, c'est ça qu'ils vous auraient dit. Hein? Vous auraient dit, on a besoin de 10 ans pour faire ça, ça n'a pas d'allure, on ne connaît pas ça. Un TGV, c'est pas un train, là. C'est un avion sous des rails. C'est comme une bébite complètement différente d'un point de vue d'ingénierie. Ça a un train, parce que c'est pas les mêmes technologies que les trains, là. Même eux vous l'auraient dit. Mais là, leur client, c'est le ministre des Transports, puis le ministre a décidé que ça allait vite. Puis ils savent qu'ils ne suivent pas les bonnes pratiques. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on leur dit, on est des élus, c'est l'argent des contribuables, c'est les terres des gens, c'est la vie des familles, puis vous devez prendre une pause, puis le faire de façon constructive, puis peut-être qu'on va se rendre compte que finalement, on n'est pas prêt à payer pour ça. Il y a un sondage de l'Université McGill, là, ils ont fait 7000 répondants, je pense, le long du corridor. Le projet, là, 93 des gens aiment le projet. Le monde tripe sur le train. Bien, il y a ça, mais après ça, il lui demande, seriez-vous prêt à payer cher pour un billet? Ils disent, oh, 20 piastres de plus que Via Rail. Bien, moi aussi, j'aimerais ça avoir un avion, un jet privé, jusqu'à ce que vous me donniez le prix. Fait que c'est un peu ça. Et en argent, donc, à peu près 24 milliards de plus par année. Moi, j'ai posé la question, quelle est la portion du 24 milliards de plus par année sur le PIB si on tient compte seulement de Toronto-Montréal? Montréal-Québec, pas sûr. Moi, je ne pense pas qu'une entreprise privée, demain matin, dit hey, ça va être rentable avec les chiffres que vous avez donnés, les années, tout ça, qui mettrait des sommes aussi considérables pour faire un TGV Montréal-Québec. Moi, je pense, je ne suis pas expert moi non plus, mais je pense qu'il y a un problème à ce niveau-là en termes de rentabilité versus les coûts que ça occasionnerait. Et ce que je leur disais, c'est qu'un TGF, ça ne vous tente pas. Est-ce qu'on a vraiment besoin de sauver 1 heure de transport? Parce qu'un TGF, vous ne coupez pas les routes, vous ne coupez pas les terres agricoles. Il y a déjà un corridor qui existe, vous pouvez le mettre à côté ou même l'exproprier, pourquoi pas, même si le CN est intouchable, je pense que le gouvernement a la capacité de le faire, alors qu'il le fasse. Et ça permettrait, d'avoir une gare à Trois-Rivières, ensuite Québec, bien, ça permettrait, entre Trois-Rivières et Montréal, d'en mettre au moins une autre. Et entre Québec et Trois-Rivières, d'en mettre au moins une autre. Qui va prendre le TGV pour faire du rabattement, si vous voulez vous assurer que si vous voulez vendre 25 millions de billets, là, bien, il faut que vous alliez chercher la clientèle. La clientèle, elle est où? C'est vaste, le territoire. Mauricie, Lanaudière, Québec, c'est très vaste. Et les gens vivent, je dirais, résolument rural. Alors, moi, je demeure ici, je n'irai pas à Trois-Rivières prendre le TGV pour aller à Montréal, c'est contre-intuitif. Puis, je n'irai pas non plus. Puis, si je vais aller à Québec, bien, rendu à Québec, j'ai une auto électrique, je vais me rendre à Québec. Alors, ce bout-là, moi, je le comprends pas. À mon avis, puis suis-je le seul à penser que... Je pense que non. Tantôt, vous avez parlé un petit peu dans 4 ans, qu'est-ce qui va arriver. C'est purement politique, à mon avis. Ouais. C'est un projet politique. À tout le moins, le segment, à mon avis, Montréal-Québec, c'est purement politique. Il n'y a pas une entreprise qui a les capacités financières de soutenir. Parce que s'ils veulent perdre de l'argent, go, allez-y, faites-en. Vous n'avez pas parlé des routes. Ils vont faire des viaducs. C'est compris, ça, Alto? Je n'ai pas entendu ça, moi, quand je les ai rencontrés. Alors, on va passer où à la Norette pour à la Joliette? Bien, en tout cas, il y a des chemins qui vont être coupés, il y a des terres qui vont être coupées. Il y a un paquet de trucs comme ça auxquels ils n'ont pas de réponse. Sinon, nous dire, bien là, le corridor n'est pas... Ils savent où ils veulent le mettre. Avec 4 points pour répondre. Ils savent où ils veulent le mettre, là. Ils savent où ils veulent le mettre. Arrêtez, ils ne prennent pas pour des imbéciles, là. Puis nous aussi, on a un gros doute. On pense pas mal savoir où ils veulent le mettre. Ouais. Ils vont toucher aux tourbières, exemple, ne serait-ce que par... parce que, vous savez, 60 mètres de large, puis on avait la même inquiétude concernant la construction. Ils vont prendre 2 km de large pour construire. Ils ne prendront pas 60 mètres de large, là. Et quand ils vont... Mettons qu'on les croit puis qu'ils prennent juste 60 mètres, un corridor de 60 mètres de large pour le littoral du Lac-Saint-Pierre, pour les tourbières de la Noret. Quand je dis tourbières de la Noret, je parle du complexe tourbeux des tourbières de la Noret, qui est un ensemble beaucoup plus grand que seulement à la Noret. Ça comprend Saint-Thomas, l'Assomption, etc. Beaucoup plus grand, Sainte-Geneviève-de-Berthier. Mais quand vous faites un corridor comme ça pour un train, vous faites du drainage. Un fossé de drainage peut avoir des conséquences jusqu'à un demi-kilomètre. Là, vous êtes pile dans les tourbières. Les tourbières, vous savez, les agriculteurs, c'est une ressource en eau incomparable, incroyable. Il y a
Il y a un paquet de trucs comme ça qui ne tiennent pas là. Ben, c'est un commentaire, finalement. Non, mais... Je vous laisse là-dessus. Non, mais sur les... Vous remarquerez que quand les gens d'Alto viennent vous voir, dans un projet, là, il y a des bénéfices, il y a des coûts. Hein? Et généralement, tu finis par faire le projet si les bénéfices sont plus grands que les coûts. Et pour prendre une décision de faire un projet, il faut que tu connaisses les deux. Bon, ça, c'est comme la base. Gabriel, qui est économiste comme moi, on enseigne ça au tout petit là, quand il arrive dans nos cours. Là. C'est comme la base. Avez-vous remarqué qu'ils ne vous parlent jamais des coûts? Mais ils ne les connaissent pas. Et le sénateur Carignan au Sénat, Claude Carignan, c'est quand même pas le bloquiste enragé, ça, là. Il les a travaillés, ils ne connaissent pas les coûts de leur projet. Mais les bénéfices, ils les connaissent. Le PIB, ils connaissent ça, puis ils l'apportent, puis puis on va être riche, puis on va avoir des jobs. Moi, ce que je vous dis, c'est que si je prends 1 million de personnes aujourd'hui, je vous sors des fonds publics, je leur donne une pelle, je leur fais faire des trous, puis je leur fais boucher des trous, je vais créer 100 000 jobs. Mais les bénéfices, je ne les connais pas. Vous comprenez ce que je veux dire? T'sais? Ça prend une étude complète coût-bénéfice pour être capable de vendre un projet comme ça. L'autre chose, c'est qu'il y a des effets d'éviction avec ça là, qu'on appelle, c'est que, tu sais, des fois, là, vous allez au gouvernement du Québec, au ministère de l'Économie, puis ils disent, voici, on a tant de... Mettons, on a 100 millions pour faire des projets d'entreprise. Là, les gens là, déposent tous des projets. Là. Puis si vous prenez toute la pile de projets, puis vous ajoutez le nombre de jobs là, que chaque projet crée, là, vous créez plus de jobs que de monde au Québec. Parce que des fois, le travailleur qu'une certaine personne va embaucher, bien, si elle l'embauche, il ne sera pas disponible pour l'autre. Là. Comprenez? Fait on les a pas. On les a pas, ces études-là, de la part d'Alto. Et c'est ça que je vous dis. Moi, là, ma job, c'est pas de vous dire où est-ce qu'ils vont trouver leurs clients, qu'est-ce qu'ils vont faire avec les tourbières. Puis, à une certaine mesure, pour l'instant, c'est pas votre job non plus. C'est leur job de nous arriver avec des réponses claires après une consultation. Présentement, il n'y a pas de consultation. Il n'y a pas de réponse claire, mais ils peuvent vous dire l'effet sur le PIB, comment ça va créer de jobs, comment on va tout être riche avec ça. Mais pourquoi je vous parle de la rentabilité du projet? Est-ce qu'il y a un lien avec C15? C'est que si vous aviez un super projet, qui a de l'adhésion, puis que les gens étaient d'accord, puis qu'on sait que ça va créer 1 million de jobs, puis que ça va nous permettre de vivre là, malgré Trump, puis que c'est porteur, puis que la société est d'accord, puis que les ingénieurs ont les plans, puis que tout marche, là, puis qu'il est prêt demain matin pour la pépine, là, ils vous disent, écoutez, il faudrait peut-être exproprier plus vite. Vous pourriez comprendre. Comprenez ce que je veux dire? Mais ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Puis toutes les questions qu'on pose, c'est la preuve qu'ils n'ont pas besoin d'exproprier rapidement comme ça, puis d'enlever des droits aux gens. Parce que plus tu expropries rapidement, plus tu escamotes les droits, plus tu escamotes les droits, plus il y a de chances que les gens soient traités de façon injuste. Dans un contexte où une expropriation, ça demeure toujours dans une certaine mesure injuste pour la personne qui l'a subi. C'est pour ça que je vous parle des coûts du projet. Jean-Denis, tu n'as pas parlé du C15, le bout où c'est qu'ils disent qu'ils ont le droit d'exproprier par courriel. Ah. Parce que j'avais parlé à Alto, puis il a dit « Oui, mais on le fera pas souvent. » Fait que je ne sais pas s'il y a eu quelque chose de discussion là-dessus, là, mais... Ben là, je voulais vous le dire tantôt, mais monsieur était debout puis s'est fâché parce que je parlais trop longtemps. Là, fait que... Non, c'est pas vrai. C'est des blagues. Mais écoutez, on est au 21e siècle, puis c'est vrai qu'aujourd'hui, on communique plus par signaux de fumée là, puis par télégramme. Là. Ça, c'est une réalité. On s'envoie des courriels. Il y a des documents juridiques envoyés par courriel. On signe un bail par courriel. Puis moi, j'ai même acheté ma maison par courriel, par notarié là, dans la pandémie. Ça, c'est correct. Hein? Sauf que C15, les modes de communication pour l'expropriation, la façon dont ça peut vous être communiqué, bien ça, c'est régi par la loi. Bon. Puis le courriel n'était pas dedans. Fait qu'ils ont rajouté le courriel, ça va permettre à Alto d'envoyer un courriel à une personne pour donner un préavis ou un avis d'expropriation. Ça ne veut pas dire qu'ils vont... C'est comme tantôt, tu sais. Ça ne veut pas dire qu'ils vont le faire, ça ne veut pas dire qu'ils veulent le faire, mais ça veut dire que s'ils viennent 5 fois chez vous puis que l'huissier ne vous trouve pas, ils vont peut-être le faire. T'sais? Puis aujourd'hui, bien, on a du phishing, des fraudes, toutes sortes de choses qui arrivent par courriel qui font que des gens, on va se le dire, surtout d'un certain âge, là, surtout les personnes plus âgées qui sont mal à l'aise avec ça, puis qui
puis qui craignent que ça soit utilisé en premier recours. T'sais. Là, Alto nous ont dit, moi je les ai questionnés en comité, ils nous disent « Oui, mais regardez, M. Garon, on fera pas ça, on aime trop les gens, nous, on a le cœur sur la main, vous savez. Si les gens veulent ralentir le projet puis qu'ils veulent qu'on leur envoie une lettre enregistrée, on va le faire, on est fin de main. » Fait que moi, je l'ai pris au mot, puis j'ai déposé un amendement. Et tout ce que j'ai dit, c'est, dans l'amendement, ce qu'on a dit, le bloc, c'est le courriel est un mode qui est acceptable si la personne y consent d'abord. Vous allez voir la personne, vous écoutez, ça vous dérange-tu qu'on fonctionne par courriel? C'est comme ça pour un bail, en passant. Hein? Pour un bail ou un avis d'augmentation de loyer, le courriel fonctionne juste si la personne a signé dans le bail initial et a dit « j'accepte ça comme mode de communication ». Puis moi, j'ai fait ce qu'Alto m'a demandé, dans un certain sens. Il nous a dit qu'il ne s'est pas supposé les déranger. Bien, le gouvernement a dit non, puis ils ont battu l'amendement. Fait que, tu sais, ils vont-tu le faire, ils vont-tu pas le faire, ça leur appartient. Mais ils ont le droit de le faire. C'est ça qui s'est passé. Moi, j'aimerais ça amener des chiffres. Là. J'aimerais ça comprendre comment que le gouvernement peut amener un projet de même avec la population qu'on a. On va prendre des chiffres en Europe. Là. Et 150 millions. On va un chiffre rond, c'est plus que ça, mais on va dire les autres, c'est 150 millions de personnes qui peuvent utiliser le TGV en Europe. Ici, le potentiel est de quoi? 5, 10 millions si on est... Comment qu'on peut décider de faire un projet quand on n'a pas de population qui va pouvoir rentabiliser ce projet-là? Moi, je suis comme vous, je me pose des questions. Je vous dis, c'est pas à moi y répondre, mais on a une étude de Jacques Roy, HEC Montréal. Ça a été déposé à Alto dans le cadre de... On pouvait déposer des mémoires, là. Ça a été déposé en comité parlementaire où il analyse justement la demande potentielle, les habitudes de transport aussi. Ici, il y a une pédagogie à faire. Là, on prend moins notre bicycle qu'à Amsterdam, puis on prend moins le métro qu'à Copenhague. Il y a une question culturelle là-dedans. C'est pas notre premier réflexe de sauter d'un train au Québec et en Ontario. Il y a une question culturelle. Et eux font l'étude, puis c'est là qu'ils arrivent et qu'ils disent que la demande pour les billets de train est surestimée. Eux disent que, avec toute l'incertitude qui vient avec ces prévisions-là, que ça ressemblerait à 10 millions plutôt que 25. Ça, c'est 250 % d'inflation de vente de billets d'Alto, puis ça s'explique en partie par ça, selon cet institut de recherche-là. C'est des gens qui font de la logistique des transports. Là. Jacques Roy, on le connaît, là, à Mirabel, il avait travaillé sur la saga de l'aéroport de Dorval-Mirabel, puis en tout cas, le temps, il avait donné raison sur la question de la prévision du nombre de passagers. Puis, il n'est pas payé par Alto. Je ne veux pas vous inventer des chiffres. Moi, je vous dis, moi, ce que je fais, c'est que toute l'information qui est disponible, je la lis, puis je l'étudie, puis j'appelle des gens qui connaissent ça quand je ne comprends pas, puis j'essaie de comprendre le mieux possible. J'essaie de comprendre ce qu'on ne comprend pas. Puis la meilleure réponse qu'on a, c'est celle-là pour l'instant. Puis c'est leur job, Alto, de nous prouver que leurs prévisions sont bonnes puis qu'ils ont la demande pour ça. Ils le font pas, encore une fois. Mais ils peuvent vous dire que le PIB va exploser, par exemple. Non, c'est que là, on parle de C15, c'est bien important qu'est-ce qu'on discute. Mais tu m'as allumé quand tu me dis, à un moment donné, le couloir qu'on a, les prévisions, c'est 5, 6, 7, 8 kilomètres de large. Il pourrait-tu aller jusqu'à dire, sur 1 kilomètre, on envoie des préavis, puis vous faites rien? Mm-hmm. Ouais, là, ça n'a aucun sens. C'est que la loi dit que dans le cadre du projet Alto, il y a des règles d'expropriation particulières qui s'appliquent. Quand tu lis la loi, il arrive... Bien là, je le phrase, c'est pas exactement... C'est du langage juridique, mais... Fait que la question, ça devient à partir de où les lois normales s'appliquent, puis à partir de où les lois d'Alto s'appliquent. Bien, le corridor, tu commences à comprendre pourquoi il fonctionne de même. Parce que, tu sais, s'il avait commencé avec juste un tracé... ça restreint l'usage potentiel de la loi. Fait qu'ils définissent un peu, en définissant leur projet, ils définissent la portion du territoire, au lieu des élus d'ailleurs, la portion du territoire où la loi spéciale va s'appliquer. T'sais, quand ils ont fait le REM à Québec, c'était la caisse de dépôt. Les Québécois ont confiance dans la caisse quand même. Mais là, c'est un peu ça qu'ils font. Là, ils ont 10 km. Ils vont passer à quelque part là-dedans. Déjà, c'est complètement fou de consulter sur 10 km. T'sais, à Mirabel, ils nous le disaient.
Il dit comme si moi, je vais aller d'une consultation pour leur dire de ne pas passer chez nous puis de passer chez ma sœur. Fait que les gens ne veulent pas participer aux consultations. C'est un piège. C'est un piège pour les UPA, c'est un piège pour tout le monde. Là, ce que la rumeur veut, on ne sait pas si c'est le cas, c'est qu'ils vont refaire un processus, mais avec un corridor de 1 km de large, dans lequel il y aurait tout à fait le droit d'envoyer des préavis dans le kilomètre. Ouais. Parce que dans notre coin, si on parle de la Mauricie, surtout de la partie ouest de la Mauricie, qui est Masquinongé et Yamachiche, c'est dans les meilleures terres. Dans les meilleures terres de notre région. Puis je ne vais pas dire pour le Québec, mais presque. C'est grave, là. Ah oui? On va aller morceler de la terre. On va dire aux producteurs, tu n'as plus le droit de cultiver. Oh, si tu veux cultiver de l'autre bord, tu vas faire 20 km. Ouais. Écoutez, là, c'est pas juste le fait de tracer. Moi, là, la question de l'argent qui pourrait me payer, c'est pas ça. Je ne dis pas que c'est pas important, mais c'est pas ça qui est important. C'est de la faire pour mes fils, là, qui vont prendre la relève. Écoutez, là, ça va devenir... moi, j'ai quelqu'un, un producteur qui siège avec nous autres, puis il vient de la France, puis il a eu le TGV, là, je ne sais pas lequel, là, mais c'est peut-être le TGV Euro, je ne sais pas trop, là, qui a passé, puis ils ont coupé la terre en deux. Le père, puis lui, il était tout jeune, il s'en souvient, là. Le père a vendu sa terre parce que là, il était coupé en deux. Il n'y avait plus la possibilité. Puis, à un moment donné, ils ont fait comme des viaducs. Le viaduc a brisé, ils l'ont pas réparé. Écoutez, là, moi, je sais une chose, c'est que le CN et le CP, nous autres, c'est le CP, aujourd'hui, c'est Québec-Gatineau, quand on demande de quoi pour irriguer nos terres, là, où tu n'as pas 4 pattes par la personne, il n'y a pas un chat qui te répond. Puis si tu réussis à parler, tu as des lettres d'avocat, puis à un moment donné, tu vas peut-être être capable. Mais ça, moi, je suis estomaqué. Oui, tu sais, vous compreniez, là, Alto, c'est une compagnie, tu sais, qui est une filiale de Via Rail. Le client d'Alto, c'est le ministre des Transports. Et le ministre des Transports s'en sac. Je le sais, j'y ai parlé. Tu sais, il trouve qu'on fait rien que du trouble, puis que vos ponceaux, puis vos viaducs, vous êtes une gang de chialeux, là, puis c'est ça qu'ils pensent de vous autres, puis moi, ça m'inquiète. Bon, d'abord. Ben ouais, mais c'est lui le client. Alto, là, lui, vous êtes pas son actionnaire. Son client, c'est le ministre des Transports. Maintenant, sur la question, la question précédente du corridor, vous avez à table là-bas des gens, là, qui ont toutes des exploitations agricoles aujourd'hui. Donc, M. Étier, là, c'est drôle, hein? Son érablière, là, il n'avait plus le droit de l'avoir à l'époque. Il fallait faire une piste d'aéroport. Puis il y a des érables aujourd'hui. Puis ils ont passé des années d'enfer, locataires. C'est ça qui arrive quand tu expropries trop grand puis trop vite. T'sais. Exproprier, là, c'est un geste extrême, peut-être parfois nécessaire. À Mirabel, on sait bien que l'aéroport n'était pas nécessaire, là, mais Sol de Temps nous le dit, mais il faut que tu prennes juste ce que tu as besoin. Juste. À Québec, là, il y avait, sais-tu, Rabasca, je me souviens plus c'est quoi le projet, le port de Québec, qui est fédéral, a acheté un terrain, le projet a floppé. C'est une terre fédérale aujourd'hui. Ça peut arriver, ça. Fait que vous avez une responsabilité d'exproprier, si vous le faites, avec une certaine acceptabilité sociale au bon moment, puis surtout pas pour rien, puis surtout pas pour un projet qui est aussi broche à foin que celui-là. Là. Vous comprenez, tu sais? Fait que les inquiétudes sont légitimes. Ils vont trop vite. Ouais. Puis moi et mon fils... Oui, mais un échec à grande vitesse, ça nous amène nulle part. Hein? Moi et mon fils, à un moment donné, on s'en allait en auto, puis on parlait de ça. On s'est dit, le coût, on donnait un exemple. On s'est donné un exemple. Il nous parle de 150 milliards. On va presque le doubler. On va parler de 200 milliards. À 3,5 % d'intérêt par année, c'est pas gros. Fait qu'on s'est dit, bon, on va dire que le gouvernement va payer un billet à chaque qui peuvent. Combien de personnes qui peuvent prendre le train gratuit? Pas le train, prendre l'avion, mettons, gratuitement, je te le paye. On a dit, on va dire 700 $. Savez-vous comment est-ce qu'on était rendu? À donner des billets, 10 millions de billets. Gratis. Juste sur l'intérêt. Mais ça, ce que vous dites là, ça a été documenté encore par l'équipe de HEC. Là, c'est que, regardez le REM, là, ce qui est arrivé. Là. Le REM, à Montréal, le gouvernement a dit ça va être construit par la Caisse de dépôt et que ça va être privé.
Là, la Caisse de dépôt, elle a dit, moi, ça me prend du rendement, puis si votre projet flop, puis le monde ne veut pas le prendre, pas plus avancé. Fait que là, le gouvernement du Québec, ils ont dit, parce qu'ils ne voulaient pas avoir ça dans leur dette à eux, tu sais, ils voulaient bien paraître, là. Vous me direz si je me trompe. Et là, le gouvernement du Québec a dit, parfait, paye ça, là, endette-toi pour le faire, Caisse de dépôt. Puis si tu ne fais pas, c'est 7,5 % de rendement par année ou quelque chose du genre. Si tu ne fais pas tant de rendement, on va prendre l'argent des contribuables dans le budget, là, puis on va vous le donner, nous autres. Personne ne va s'en rendre compte. Ça s'appelle une redevance passager-kilomètre, ça, dans le monde des transports. T'sais? Puis c'est clair qu'au coût du projet, même s'ils rentrent dans leur coût, puis le Jacques Roy, puis tout ça, puis la gang de McGill l'ont dit, c'est clair que c'est un choix de société, ce train-là, parce que ça va venir avec ou bien une moyenne, ou bien une grande, ou bien une très grande redevance passager-kilomètre sur le budget de l'État à chaque année. C'est certain. C'est certain. Puis Alto s'en est pas caché, ils l'ont dit, là. Nous n'atteindrons pas la rentabilité financière. C'est correct, regardez, les hôpitaux ne se rentabilisent pas non plus, puis vous ne payez pas quand vous passez sa route en arrière, mais ça prend une analyse avantage-coût, puis on a besoin de savoir combien. Et ça, on ne le sait pas. Comprenez? Fait que ce que le gouvernement demande pour ce projet-là, c'est un chèque en blanc en matière financière, en matière d'ingénierie, en matière d'expropriation. Il vous demande un chèque en blanc. Puis moi, j'ai tendance à pas trop vouloir donner ça au gouvernement parce que je suis dans l'opposition. Mais je pense qu'il faut... c'est proprement scandaleux. T'sais. J'en comprends que la position actuelle du Bloc, c'est on est pour un TGV, mais si les coûts sont raisonnables, s'il y a de l'acceptabilité sociale, si tout ça est là. Parce que, comme tu viens de le dire, il manque encore plein de briques à ce projet-là. Il y a beaucoup d'inconnus. Mais là, quand les briques vont commencer à s'accumuler, puis là, on va voir les coûts élevés, les dommages sur le territoire, tout ça, est-ce que le Bloc pourra repasser sa position puis plus officiellement, mettons, s'opposer? Oui, bien, regardez, moi, j'ai réalisé une affaire, là. Là, c'est dur de ne pas donner une réponse de politicien là-dessus. Je vais faire de mon mieux. J'étais comme enligné là-dedans. Hein? J'étais en train de réaliser qu'il n'y avait pas grand monde au Canada qui savait c'était quoi un TGV. Tu sais, on pensait tout que c'était un train. Là, tu te rends compte, c'est comme un avion qui est au sol, qu'il n'y a pas de passage à niveau, que c'est clôturé, que tu ne peux pas irriguer tes terrains, que quand tu as du maraîcher, c'est un problème, etc., que tu as des contraintes de linéarité, qu'il faut que ce soit semi dans les airs, que tu ne peux pas le suspendre, que tu ne peux pas tasser de pipeline non plus, parce que là, il y a des règles puis de pétrole, en tout cas, là, ça, tu peux pas. Fait que, nous, la position, c'est que ça prend un axe de transport structurant, puis ça va toujours le demeurer. Ça, c'est correct. Là, ça devient pas n'importe où, pas n'importe comment. Là, tu sais, comme deux cases viennent de se décocher, je l'ai dit tantôt, puis c'est pas non plus à n'importe quel prix. Moi, si tu me dis qu'on a le plus beau train au monde, ça va coûter 1000 milliards, puis que je vois que, tu sais, Maisonneuve-Rosemont a besoin d'être reconstruit, puis ils n'ont pas augmenté les transferts en santé, c'est des vases communicants. T'sais. Sauf que ce que nous autres, on a fait, c'est qu'on a toujours été de bonne foi. T'sais. Tu peux pas arriver... Quand vous êtes un politicien, là, pour travailler pour votre monde, tu peux pas arriver et dire « J'ai pas vu le projet, mais au vidange. » Vous n'avez même pas le droit de faire ça. C'est irresponsable de faire ça. Vous dites « Présente-moi un projet, je suis ouvert d'esprit, mais il y a des limites. » Mais là... On ne le connaît pas, le projet. C'est ça que je vous dis. Moi, là, j'ai 1 milliard de questions. Alto ne répondent pas. Vous irez voir un comité, ils ne répondent pas. Puis c'est pas qu'ils ne veulent pas répondre. Ils n'ont aucune espèce d'idée des réponses. Parce qu'ils se font pousser à aller trop vite. Puis je suis convaincu qu'à porte close, ils sont aussi mal à l'aise que moi, là. Et ils se disent, maudit ministre des Transports, pourquoi il ne me donne pas les 8 ans de plus que j'ai besoin pour convaincre le monde, pour trouver un corridor? Fait, la réponse, c'est oui, une position, ça change. Mais tu peux jamais, a priori, être contre une idée et avoir l'esprit fermé. Tu peux pas faire ça en politique, tu sais. Ben, c'est ça, ça. Si on avait dit ça, là, il y a 5 ans, là, on est contre tout train, on veut rien que des chars. Là, les gens nous auraient dit, vous êtes donc bien pas correct, vous êtes ici, vous comprenez? Tu gardes l'esprit ouvert, puis tu raffines ton affaire, puis on est dans ce processus-là. Bonjour, moi c'est Guillaume. Dans le fond, j'ai 3 questions sur mon papier. Là, ils sont peut-être pas nécessairement en ordre de la manière que je vais les poser, mais je vais vous les poser les 3. Puis, moi, je vais les noter en ordre. Parfait. Dans le fond, je voulais savoir, j'ai vu récemment là, une vidéo publiée d'un de vos collègues de l'Est ontarien qui questionnait sympathiquement le ministre des Transports. Puis, dans le fond, le ministre, il posait la question, le tracé va être connu quand? Le ministre répond cet automne, c'est this year, c'est comme cette année.
Puis là, tantôt, tu disais qu'à l'automne, on va connaître le kilomètre, 1 kilomètre de corridor. Donc, le tracé officiellement, c'est comme si on ne le saurait pas cette année. Puis, tu mentionnais peut-être des consultations au printemps. Moi, je voulais juste savoir les expropriations dans la ligne du temps. Je voulais dire l'automne pour les consultations, je me suis trompé. OK, Automne, bon. pardon. Ensuite de ça, une fois qu'on va connaître, mettons, la bande de kilomètres, il y a M. Danfous qui a dit, bon, est-ce qu'on pourrait avoir des préavis? Fait que ça a un peu répondu à la question, tu as dit oui. Puis moi, je voulais, dans le fond, savoir aussi, une fois voté, est-ce que, mettons, là, je voudrais un peu connaître la ligne du temps un petit peu du projet, là, comme tu avais fait à Mirabel, là, bon, il y a eu maintenant 2 comités sénatoriales depuis ce temps-là, etc. Connaître un petit peu la ligne du temps sur le projet dans le sens où, par exemple, au prochain vote, si la loi C-15 viendrait qu'à passer, on perd nos droits en tant qu'expropriés, etc., est-ce que les consultations d'Alto qui ont fait d'essayer de connaître le meilleur corridor, est-ce que tout ça tombe à l'eau, puis eux autres qui arrivent avec leur tracé, ils savent où ce qui va passer, puis c'est un peu ça, c'est de connaître un peu la ligne du temps dans tout ça. Je ne sais pas ce qu'ils savent. Tu sais, je le sais pas. On ne sait pas ce qu'ils savent. Est-ce qu'ils ont 2, 3 tracés alternatifs, puis c'est pour ça qu'ils ont fait ça large comme ça? Tu sais, quand tu regardes dans le coin de Brownsburg-Chatham, qui passe vers l'autre bord de la rivière, tu vois bien qu'ils ne peuvent pas passer à 10 places puis que le corridor se rapetisse. Tu sais. Ils ont-tu des tracés alternatifs? Est-ce qu'ils en ont 3 qui sont des 3 extrêmes du corridor, puis ils ne voulaient pas juste trop faire de chicane? Est-ce qu'ils ne sont pas sûrs? Ils ont-tu du carottage? Je ne le sais pas. On ne le sait pas. Puis ils ne nous le disent pas. Puis franchement, là, je vais vous dire une chose. Le ministre des Transports, là, ce projet-là, il est délégué à Alto. C'est une société, là, ils ont mis de l'argent dedans, mais c'est comme une société privée, dont le gouvernement a 100 des actions. Fait que ça fait en sorte que le vérificateur général du Canada ne peut pas aller là-dedans parce que c'est privé. Le directeur parlementaire du budget ne peut pas faire d'analyse. Tu as comme un déni de démocratie là-dedans. Mais la logique, c'est de dire le gouvernement le donne à contrat, fait que ça arrête d'être politique. C'est zéro normal que les nouvelles nous viennent du ministre. Comprenez ce que je veux dire? Quand Alto ne veut pas répondre au cours après le ministre, quand le ministre ne veut pas répondre au cours après Alto, c'est ça qui me fait dire que c'est précipité. Moi, j'en arrive là. Je me dis, on a trop de questions pour être prêts collectivement à dire oui ou non à un projet comme ça. Et surtout à exproprier. Exproprier, il faut vraiment que tu sois sûr de ce que tu as besoin. M'excuse, mais en crise. Puis c'est pour ça qu'on n'est pas là. L'autre chose, c'est ils n'ont pas consulté les gens. Tu sais, Stephen Guilbeault, là, il dit que c'est la plus vaste consultation de l'histoire du Canada. Là. Si c'était un projet là, qui passe l'énergie sale, il trouverait zéro que c'est une consultation. Et Guilbeault, là, c'est une consultation quand ça fait son affaire. Puis quand il se rend compte que le monde de Terrebonne est en furie, là, tout à coup, il trouve que c'est une belle consultation. Mais si c'était du gros pétrole, quoique des fois, on ne le sait plus, mais si c'était du gros pétrole, là, ils ne trouvaient pas que c'est une consultation. Là, Alto nous disent qu'ils vont faire les évaluations environnementales. Puis on parlait des tourbières tout à l'heure. En général, une fois que tu as ton tracé, c'est là que ça commence, les consultations. C'est pas là que ça finit. Et sinon, ça sert à quoi une consultation? C'est là que ça commence. Là, Alto nous dit, on va tout faire les consultations, mais on va juste aller plus vite, puis là, les ministères, là, ils vont arrêter de se chicaner entre eux autres, puis on va accélérer ça. Puis ça se peut. On l'a fait pour les vaccins. Vous savez, les vaccins pendant la COVID, je ne veux pas repartir ce débat-là, mais toutes les étapes ont été faites. C'est juste que ils les ont faites plus efficacement. Mais ça, c'est bon pour le fédéral. Mais sur le terrain, là, il n'y a pas une ville ici, puis pas un UPA qui a les ressources du gouvernement fédéral pour se préparer plus vite. Tu sais, quand tu as des citoyens à aller voir, puis tu as des conseillers municipaux, puis tu as des conseils consultatifs d'urbanisme, puis tu as des gens qui font de l'érable, puis du maraîcher, puis quand tu as le service des pompiers qui sait que s'il n'y aura pas de viaduc à telle place, on en parlait tantôt, sa norme de 5 minutes, sa norme de service ne sera pas remplie. Il faut que tu ailles voir ces gens-là, puis ça s'accélère pas beaucoup. Fait qu'il faut que tu acceptes ça. Alto, pour eux autres, il n'existe que son client puis que le gouvernement fédéral. Puis là, lui, il peut dire à son client, si tu le veux, ton projet déniaise. Mais il ne peut pas vous dire ça à vous. T'sais. Vous avez besoin de temps pour y penser, pour le digérer, pour réfléchir, pour vous parler, pour vous concerter. Puis, pour des fois, aller voir un avocat pour bien comprendre. T'sais. Puis le fait que ce soit un député d'opposition qui vienne vous voir, vous expliquer un projet de loi du gouvernement aujourd'hui, parce que vous ne savez pas exactement ce qu'il y a dedans, vous ne le comprenez pas, puis vous êtes craintif. Le fait que ce soit moi qui l'explique au monde et non le gouvernement, ça vous montre qu'on a tout un problème. Là.
Parce que c'est pas supposé nécessairement être ma job de faire ça. Là. Vous comprenez? S'ils étaient fiers de leur loi, ils pensaient qu'elle était nécessaire, puis ils pensaient que le projet est porteur, il serait ici, le ministre des Transports. Mais il est caché chez eux. Puis tout ça, ça vous montre que on n'a pas la connaissance suffisante de ce projet-là pour considérer même que c'est un projet. Présentement, c'est un rêve, puis c'est une infopub. C'est une séance de com. C'est une séance de relations publiques qu'ils font. Et on ne fait pas de projet comme ça, puis on n'attire pas l'adhésion avec ça. Puis c'est malhonnête, puis c'est des fonds publics. Bien, la ligne du temps, ce qu'ils nous disent, Alto, ils nous disent essentiellement que sur le tracé, ils veulent commencer à faire les chemins de fer en 2030. Fait que ça veut dire qu'en 2029, il faut qu'ils tassent de l'infrastructure publique, là, des pylônes, puis du gaz, puis etc. Là, il faut qu'ils tassent tout ça. Fait que ça veut dire que, tu sais, il faudrait qu'ils commencent à exproprier bientôt. Là. Mettons qu'ils sortent un tracé à l'automne prochain. Et si c'est vrai qu'ils veulent s'entendre de gré à gré, il faut qu'ils s'entendent vite, là. C'est ça qui me fait craindre l'expropriation. C'est ou bien leur timeline n'a aucun espèce de sens. Une négociation de gré à gré, c'est émotif, c'est la femme du monde, là. Tu n'arrives pas, puis regarde, je te fais une belle offre. Ah, OK, on est d'accord, puis c'est le party. C'est pas de même, ça marche. Les gens, moi, à qui je parle chez nous, ils empruntent leur terre à leurs enfants, là. C'est comme ça que c'est vu. C'est pas un char usagé, ça, là, ça se remplace pas, là. Tu sais? Fait que ça prend du temps. Puis dans le timeline actuel, ils ont zéro le temps d'avoir des négociations constructives. Même si c'est ça qu'ils veulent, mais ils nous l'ont montré qu'ils ne connaissent pas le monde agricole. T'sais, les gens, là, ils sont venus à Mirabel. D'abord, ils ne voulaient même pas venir. Puis ils posaient des questions sur l'irrigation. T'sais, vous faites du maraîcher, puis on vous chope ça en deux. Là. C'est un problème. Et après ça, la CPTAQ, là, je comprends que ça devient fédéral, le terrain. Mais si on te chope ta terre en deux, puis il faut que tu refasses ton irrigation, tu as des enjeux de bande riveraine, tu vas être pogné avec qui après? Bien, la CPTAQ, sur ce qui reste, bien, c'est drôle. La CPTAQ, personne ne les a consultés. Comme ça n'existait pas, c'est le fédéral. On est au-dessus de tout. Vous comprenez? T'sais? Moi, je ne le crois pas, le timeline. Le seul ingénieur qui me dit que ça se faisait, c'est un député libéral. Dans le pays d'en haut. Ah, moi, d'un point de vue d'ingénierie, là, je vous dis que ça marche. Ah ouais, merci. T'es vraiment très indépendant d'esprit. Fait que c'est ça. Bien, c'est drôle, mais c'est pas drôle en même temps. Bonjour. Ce que je me pose comme question sur l'expropriation, c'est qu'est-ce qui se passe pour vous donner une espèce d'image? On est propriétaire des terres ici. Et plus haut, on ne le voit pas, mais c'est des belles érablières. On a une mine d'or d'érablières qu'on voulait probablement exploiter d'ici quelques années. Qu'est-ce qui se passe si un projet de TGV nous menait à être exproprié? On n'avait plus accès à nos terres en termes de dommages collatéraux. Est-ce qu'on pouvait être rémunéré là-dessus? Si on a des cabanes à sucre qui sont l'autre bord du train, du futur, en tout cas, j'espère pas futur train, mais est-ce qu'on pourrait être rémunéré pour les dommages où ce que notre cabane à sucre sera plus accessible? Plus vers la Norée ne sera même plus accessible parce qu'on est collé sur les tourbières, on est vraiment à la limite. Donc, on ne pourra pas dire on fait un chemin qu'on pourra traverser en camion ou en peu importe la machine, on ne pourra pas passer à cause que c'est un milieu protégé. Qu'est-ce qui peut se passer avec ça? Je ne sais pas combien ils vont donner aux gens pour les terrains. Je ne sais pas comment ils vont calculer la valeur, mais tu sais, mettons que j'avais eu théoriquement une conversation privée avec Alto qui m'aurait dit... Non, j'en ai eu une, là. Ils nous disent, nous autres, là, on va suivre les meilleures pratiques. On a pris des consultants de partout dans le monde, là, puis on est, tu sais... on va bien faire ça, puis on a appris des erreurs du passé, puis on prend la valeur d'évaluation, puis je pense qu'ils disent on fait 1,5. Ils m'ont dit une affaire de même. C'est 1,6, 1 point, avec un truc comme ça. T'sais. Mais tu sais, la valeur du reste de la terre, du fait que tu es coupé, je ne sais pas s'ils vont avoir cette sensibilité-là. Mais moi, j'ai une certitude dans ma tête, c'est qu'ils ont besoin d'être sensibilisés à ça. Puis ça prend du temps. T'sais, c'est du monde de la ville habillé en soupe. Il nous dit, le PDG, il dit, moi, j'ai grandi à Saint-Hyacinthe, puis je suis sensible aux affaires agricoles. Puis quand il est venu chez nous, ça paraissait pas, là. Puis c'est correct, je veux dire, moi, j'ai pas non plus passé toute ma vie sur une ferme, je suis député à Mirabel. Mais les gars, ils savent que quand j'ai des questions, je débarque, par exemple, puis je fais pas mon Joe, je sais tout, qui est capable de... Tu comprends, Ça prend du temps à faire ça.
Puis ils n'ont pas l'air d'être partis pour le faire. Je n'ai pas la réponse. Et encore une fois, c'est ça que je vous dis, c'est zéro normal que vous deviez la poser à un député de la deuxième opposition. Vous comprenez comment c'est? Tu sais, puis vous me la posez parce que moi, ça fait 2 mois que je passe à peu près jour et nuit à lire là-dessus, puis à consulter des gens, puis à essayer d'avoir des réponses. Fait que vous me la posez, mais c'est pas normal que vous n'ayez pas de réponse là-dessus. Tu sais, s'ils décident qu'ils vous prennent tant de pieds carrés, et que la valeur municipale, c'est tant, que la bonne pratique, c'est fois 1,5, ça se peut que ça finisse de même. S'ils ne prennent pas le temps de réfléchir, je ne le sais pas. C'est à eux qu'il faut poser la question, mais ils sont prêts à exproprier, ils veulent C15, ils disent qu'ils ont besoin de C15 pour avoir du gré à gré, mais tu sais, ils n'ont pas l'air d'être prêts à répondre à ces questions-là. Puis ils ont embauché un gros cabinet d'avocats de Montréal pour les aider, Fasken, tu sais. Fait que ça, c'est des gars à 600$ de l'heure. Fait que, comme ils disent en anglais, brace yourself. Je ne suis pas dans le monde, je suis dans le monde agricole, mais je ne suis pas propriétaire. Il y a beaucoup de monde qui me connaît. Il y a beaucoup de monde je ne suis pas dans le monde agricole, mais je suis un peu, mais je ne suis pas propriétaire. Et quand je vois que, comme vous avez dit, que les Canadiens sont toujours trop gentils, je pense que vous ne faites pas la bonne direction. C'est comme quand tu es dans un endroit où c'est une corrida, comme en Espagne, tu prends les taureaux par la queue, pas par les cornes, OK? Si tout le monde va être contre le TGV, le C15 n'existera plus, selon moi. Et une autre chose, je m'entendais que tous les stationnements aujourd'hui seraient pleins aujourd'hui. Je suis arrivé la dernière, mais je pensais que ça va être la queue jusqu'à la porte. Et combien d'entre vous n'êtes pas sur la prochaine 10 km? Montrez-moi, pouvez-vous soulever la main? Qui n'est pas direct touché? C'est vous. Une seule, 2. Si 3, OK. Si ils vont venir en octobre, ils vont être avec 1 km de trajet, il y aura 80% qui ne seront pas ici. Oui, c'est ça. Je suis sûr. Parce que le monde qui n'est pas touché ne seront pas concernés de cette chose. Je ne sais pas s'il y a du monde qui me reçoit sur Facebook. Il y a du monde qui me... Et je pense que vous prenez la queue de taureau, pas la corne. Comment vous voulez faire ça? Vous serez jamais, si vous n'êtes jamais ensemble, normalement, moi, j'ai voulu avoir aujourd'hui tout le monde de Mirabel, de Trois-Rivières, jusqu'à Ottawa, ici, pour montrer que vous êtes unis. Et pas juste vous. Vous ne faites pas correct. Vous êtes trop gentil. Et ça va arriver. Et ils vont rien faire parce que vont tout faire parce que vous n'êtes pas unis. Moi, je pensais que toutes les autoroutes vont être toutes fermées avec les tracteurs, avec des remorques renversées. Je ne vois rien. Faites ce que vous voulez. Et j'ai une question pour vous. Qu'est-ce que ça veut dire dans le projet Land Value Capture? Est-ce que vous savez que le gouvernement va prendre ça 15, vous serez plus propriétaire? Si le projet va être arrivé à la fin, vous n'êtes plus propriétaire, fini. Et ils disent que dans le projet, c'est 13 milliards de dollars que va être Land Value Capture. Ça veut dire que la terre qu'ils vont le prendre direct par l'expropriation, c'est le gouvernement qui va l'avoir. Ils vont le vendre à qui veulent. C'est vrai, ça. Comprenez? Non, vous ne comprenez pas ça. Ça veut dire qu'ils vont le mettre dans le PIB. Ils vont dire, notre PIB a monté. Mais ce n'est pas vrai. C'est votre terre. Et vous ne pouvez pas faire vos familles vivre à long terme. Vos petits-enfants ne vont pas avoir où travailler. Tout va être... C'est vrai ou pas? Oui. Et vous savez combien ça coûte? Juste l'intérêt de 100 milliards de dollars, si le projet va être en 2040, va être fini. Sur 100 milliards de dollars, ils vont dépenser. Ça va sur 2% d'intérêt. Vous savez c'est quoi ça?
C'est 10 millions de billets à 200 $ le prix. C'est 10 millions de billets juste pour payer l'intérêt. Là, je suis rendu à 2 questions. Est-ce qu'on est trop gentil? Puis land value capture. C'est ça. C'est bon? ça. Mais le problème, c'est que vous, les fermiers, si vous n'êtes pas unis, vous n'avez rien à faire. C'est fini. Okay? Mettez la clé sur la porte, prenez la jonte, allez-y à Cuba. Bon, Cuba, il n'y a pas de vol. Et c'est fini. Et une autre chose, la dernière. Une loi est faite par les humains. Je ne sais pas si au Canada, moi je viens de la Roumanie, bon, ok. Ailleurs, on avait vu des choses. Si la loi n'était pas bonne, a été abrogée le lendemain après la pression. Ils ont fait des pressions, ils vont abroger ça. Mais je vais vous dire une chose, vous avez encore un mois. Si vous ne le faites pas dans un mois, oubliez ça. Parce que vous êtes très conscient, vous travaillerez dans le champ dans un mois. Mais est-ce que vous avez une réponse pour land value capture? Oui, j'ai une réponse pour ça. Généralement, quand c'est une question économique, je suis meilleur en plus. Bon, est-ce qu'on est trop gentil? Possiblement, on va essayer d'être plus méchant. Le message est rentré, mais c'est clair qu'il faut être solidaire. Puis je sais qu'aujourd'hui, il y a l'Assemblée générale de la coop où il y a 150 personnes. Là, fait que, tu sais, moi, quand on était à Mirabel, puis il y a beaucoup de gens ici qui y étaient aussi, on a manqué de place là, dans la salle de l'église. Là. Il y a ça. La captation de la valeur foncière, là, il y a tous ceux qui ont entendu parler de ces affaires-là. Le REM à Montréal, là, quand ils l'ont fait au début, ils nous ont dit ça ne coûtera pas cher de fonds publics parce qu'on va le payer avec la captation de la valeur foncière. Le principe, c'est le suivant. Le gouvernement exproprie des terrains où il y a des terrains du ministère qui appartient déjà au gouvernement, puis ils mettent une gare de train. Fait que là, tout à coup, quand vous avez un axe de transport à côté, bien, les terrains prennent de la valeur. Un condo qui valait 100 000, bien, là, il vaut 500 000. Fait que là, ils peuvent vendre ces terrains-là plus cher puis faire du profit comme cause directe du fait qu'ils ont mis une gare. Fait que ça s'appelle la captation de la valeur foncière dans le projet. Puis ça, bien, en théorie, ça marche. Ça a marché à certains endroits dans le monde. Puis pour le REM, c'était ça le plan. Jusqu'à ce que les maires et les mairesses de ville se mettent en rogne parce qu'ils se sont dit « Hey, c'est ma valeur, ça. C'est chez nous. C'est ma valeur de taxation, puis tu viens me la voler, puis c'est pas de tes affaires. » Fait que finalement, la valeur foncière, parce que si tu as un terrain qui vaut plus cher, ça vaut plus cher de taxes. Puis ça vaut plus cher de taxes, la Caisse de dépôt l'aurait capté. Là, les villes se sont fâchées. Fait que qui a payé à la fin? Bien, c'est le contribuable. T'sais? Fait que monsieur a raison que quand ça fait partie du projet, puis c'est le cas là, dans ce projet-là, là, mais on ne connaît pas la forme que ça va prendre puis l'étendue. C'est vrai que tu as un terrain qui vaut 1 million, tu mets une gare à côté, même vide, s'il n'est pas zoné agricole, il peut valoir 20 millions, puis ça peut rentrer dans le PIB sans que tu aies rien produit de plus. C'est vrai. Mais on ne connaît pas l'étendue de ça dans le projet actuel. Ça fait partie des choses qu'on surveille. Mais généralement, ça met les municipalités... T'sais, si on fait ça, là, vous allez avoir l'UMQ là, qui va être avec nous autres, là, all-in. Parce que se faire voler sa valeur foncière, ça n'intéresse personne. Maintenant, comme c'est pas le fédéral qui taxe foncier, là, il y a la question de land value. Est-ce qu'ils peuvent exproprier pour revendre? C'est des questions qu'on se pose auxquelles on n'a pas de réponse. C'est-tu correct comme... Ben, je vous dis ce que je sais. Moi, je peux pas vous dire ce que je sais pas non plus. Je peux pas vous inventer des affaires. T'sais. Ils vont dire que je fais peur au monde. Bien, c'est théoriquement, Alto pourrait exproprier plus gros autour d'une gare puis revendre des terrains pour faire des condos. C'est pas tout à fait interdit. Mais ils n'ont pas non plus tout à fait exprimé le désir de faire ça dans leur projet encore. Puis je ne veux pas leur faire dire ce qu'ils n'ont pas dit. Je fais attention. Ah, on va les watcher. Ah, ouais, on va les watcher. Oui, ouais, c'est ça, mais l'augmentation de la valeur du capital, ça fait partie de... C'est pour ça que je vous dis, leur capture, l'augmentation du PIB, là, on aimerait ça l'avoir détaillé, puis avoir des économistes sérieux qui étudient ça. T'sais. Moi, un chiffre qui vient du gouvernement, généralement, on a tendance à le questionner beaucoup. On ne dit pas qu'on ne le croit pas nécessairement, mais on a tendance à vouloir le questionner beaucoup avant de le croire. Oui. Mais comme tout projet, quand le gouvernement emprunte, il y a des intérêts, ça coûte cher, puis si vous empruntez de l'argent pour un train, vous ne l'empruntez pas pour autre chose. Ça, c'est vrai. Bien, bonjour tout le monde. Mon nom, c'est Marcel Denis. Je suis un ancien président du syndicat local Syndicat Mirabel.
J'ai fils d'expropriés. J'étais avec un groupe, justement, tous les enfants d'expropriés, là, présentement. Et j'ai eu la possibilité d'assister à une rencontre à la Fédération Ottawa-Laurentide où il était... Donc, apparemment qu'on a eu un privilège de rencontrer. Il y avait 6 représentants d'Alto, puis il y en a en présence, et il y en avait 2 en vidéo. Et c'est une rencontre qui devait durer 1 heure et quelques, mais ça a duré 3 heures et quelques. Des questions comme des drainages, des fossés, tout ça a tout été posé, ces questions-là. Les réponses sont quand même... C'est tout beau, c'est tout de ce qu'on entend. Ils ont réponse à tout. Mais la plus ridicule que j'ai entendue, c'est que quand j'ai posé la question à savoir une terre qui est coupée en 2 ou en 3, la partie restante, il va se passer quoi là-dedans? Supposons qu'on, je sais pas, là, on fait du foin, 3 coupes de foin par année, on y va 4-5 fois par coupe. Le détour qu'on va faire pendant X temps, X années, puis ainsi de suite. La réponse que j'ai eue, c'est incroyable. On m'a répondu, mais le parti de terrain, vous pouvez toujours le vendre aux voisins de l'autre côté. C'est super intelligent, ça. Fait que c'est n'importe quoi, dans le fond. C'est vraiment n'importe quoi. Tu sais, on posait des questions un peu, on s'était parlé tantôt. Je sais pas, moi, un producteur maraîcher, tu as besoin d'un système d'irrigation pour tes fraises, et ainsi de suite. Tu arrives avec le chemin de fer, tu passes quoi, par-dessous, tu fais le tour, tu y vas comment, là? Fait que c'est toutes des choses, dans le fond, là, qu'il n'y a pas de prix à ça, là. Je pense que, dans le fond, tout ce que c'est que, si on regarde les dossiers Mirabel, oui, on en a vécu, on en parle encore, il y a des cicatrices encore. Vous savez qu'en 69, si je fais un petit rappel, il y a eu 97 000 acres qui ont été expropriés, dont 80 étaient revendus dans les années 86-87. Moi, j'ai repris le dossier en 2002. Il restait 11 000 acres. Et je viens de finir au mois de juin l'an passé. Et ça vous donne une idée, quand on joue avec ces gens-là, c'est comme les fonctionnaires, c'est comme ça presse pas, là. Puis je sais qu'à un moment donné, on m'a dit, bien, M. Denis, au lieu de revendre 11 000 acres, mais ce serait 10 000. Je sais comme, ça ne dérange rien dans le bureau, là. C'est un peu ça. Fait que c'est sûr que là, dans le fond, il y a une game qui joue, là, présentement. Puis je pense que c'est à tout le monde de se regrouper. Vraiment. L'occasion est là. Je sais qu'on entend des fois, mais j'ai pas eu le temps. Il y a toutes sortes de raisons. C'est vrai. Sauf que là, c'est une journée, de temps en temps, occasionnellement, puis qui va peut-être devenir de plus en plus, qu'il va falloir se regrouper. Puis c'est sûr que dans le Québec, il y a 4 fédérations qui sont touchées. Et c'est sûr que j'espère qu'on se regroupe. On sait que l'Ontario est allé faire une manifestation vers l'Ontario l'autre jour, tout ça, puis eux aussi, ils veulent se regrouper. En tout cas, il faut vraiment, le point fort, là, c'est vraiment ça. Puis c'est avec ça qu'on va arriver à dire, mais regarde, on n'en veut pas. Puis je pense que c'est faut se tenir. L'important, là, c'est vraiment, il ne faut pas lâcher le morceau. Puis, tu sais, comme je vous l'ai dit, là, quand c'était la loi sur le REM, là, c'était une loi d'exception. C'était unique au monde. Le projet était prêt. Puis c'était à bien des égards, c'était vrai dans ce cas-là. Là, depuis ce temps-là, il y a eu C15 au fédéral, là, il y a eu C5, puis ils nous disent que... Puis après la loi du Québec, l'Ontario s'en est inspiré. Fait que là, ils nous disent, on va la mettre au fédéral pour ce projet-là parce que l'Ontario puis le Québec l'ont fait. Le jeu de domino, il est parti. Puis moi, je pense que ça peut arriver à n'importe qui ailleurs que ça. Puis, soit dit en passant, je ne veux pas mettre personne sur un stage inutilement, mais il y a des membres du gouvernement qui se promènent en disant que l'UPA est d'accord avec le projet. Soit dit en passant, tu sais, puis je ne sais pas s'il y a des débats à l'interne, mais ça ne m'a pas l'air d'être unanime, mais tu sais, je sais que le gouvernement est dans une entreprise de désinformation là-dessus. L'autre chose, c'est... Moi, je trouve ça extraordinaire, le travail qui a été fait par des gens comme Marcel à Mirabel, puis toutes les autres. Vous savez, moi, on me dit que je fais peur au monde puis que je réveille des vieilles affaires des années 70 parce que je suis contre... Tu sais, puis ils m'accusent de ça. Les 5 dernières terres qui ont été rétrocédées, qui dataient de l'expropriation de 69, c'est 2025, Marcel. Hein? Quand j'ai été élu en 2021, ça travaillait pour que le comité consultatif qui close ça se re-rencontre. C'est des terres à 5 canutes, il y avait des enjeux de chemin d'accès, puis peut-être de contamination, etc. Mais ça vient de se finir. Vous avez des gens dans mon comté, 5 familles, en l'occurrence, qui viennent de ravoir leurs terres et qui sont dans ce corridor-là. Oui, il a fallu qu'ils rachètent au prix d'aujourd'hui. C'est une rétrocession, c'est pas un cadeau, là. Oui.
Oui, c'est pas un cadeau, une rétrocession. Tu rachètes ta terre. Fait que, quand je vous dis qu'un projet mal fait rapidement ou t'en prends trop, puis c'est tout croche, puis on fait pas peur au monde en leur disant que la loi, c'est la même qu'à Mirabel à l'époque. À l'époque, il n'y en avait pas de loi. Ce qu'on vous dit, c'est que la loi là, sur l'expropriation, elle existe à cause de Mirabel. Ça a été un lieu de prise de conscience là, majeur dans notre histoire. Vous savez, il y a des affaires là, qui marquent une nation. Là. Nous autres, on a les plaines d'Abraham, puis les rébellions, puis la crise d'octobre, puis Mirabel, c'en est un. Un grand moment de prise de conscience. C'en est un. Puis c'est cette loi-là qu'ils sont en train de scraper pour aller plus vite. Fait qu'on fait pas peur au monde. C'est pas des vieilles affaires des années 70. Moi, j'ai 43 ans, puis ça fait 4 ans que je suis député, 4 ans et demi, puis j'ai été dans ce dossier-là, puis ça a été rétrocédé pendant mon mandat, pendant mon dernier mandat. T'sais, ça vous montre qu'il faut prendre des précautions extrêmes quand on fait ça. Ils sont tout sauf là-dedans, le gouvernement. Puis qu'il y a des conséquences à ça. J'ai même pas besoin, moi, de me faire le porteur. Vous avez entendu le ton de voix de M. Etier. Vous voyez bien ce que ça réveille. Vous voyez bien que c'est pas moi qui invente ça. N'importe qui de sensé l'entend. Bien, c'est ça. C'est pour ça que quand tu n'as pas de projet prêt, tu n'expropries pas. C'est simple de même. Puis idéalement, tu n'expropries pas pantoute. Idéalement. Il y a eu une question sur le timeline du projet. Moi, j'ai un timeline démocratique que j'aimerais avoir une mise à jour. Sur le site de la Chambre des communes, en ce moment, la pétition, elle a 2941 signataires, qui est pas beaucoup. Le poids, il est inexistant. Dans les comités, qu'est-ce qui reste comme étape avant que tout soit adopté puis qu'on vive avec ça sans devoir se battre pour une abrogation ou peu importe? Puis, sur le côté citoyen, à part la pétition, qu'est-ce qui nous reste qu'on peut faire pour vous aider dans votre travail? Moi, je vais vous dire une chose, là, puis j'ai mes collègues du Bloc ici, là, puis j'ai Luc, puis j'ai Gabriel, puis j'ai Yves ici, là. On se bat contre un mur antidémocratique ces temps-ci. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous avez Mark Carney qui est populaire, puis ça a ses raisons, puis les gens ont le droit d'être comme ça, puis c'est la démocratie. Et les gens sont prêts à pardonner n'importe quoi à ce monsieur-là. Mais la réalité, c'est que vous avez la moitié du Parlement qui dit aux gens, c'est 15, c'est pas grave, le train va passer pareil, puis c'est rien qu'une petite affaire, puis c'est une gang de chialeux qui font peur au monde pour des raisons partisanes. Vous avez après ça, c'est après 160 députés. Et là, après ça, vous en avez 130 du Parti conservateur qui ont dit, ouais, ça n'a pas d'allure, c'est 15, mais on veut un pipeline. Puis soit dit en passant, les oléoducs dans l'Ouest, chez eux, en Alberta, Saskatchewan, Manitoba, puis à certains égards dans le nord du BC, il y a de l'acceptabilité sociale. T'sais. Ils aiment ça, eux autres, les pipelines. C'est pas comme pour le train ici, vous comprenez? Eux autres, ils veulent leur pipeline. Fait qu'ils ont dit à leurs députés, je m'excuse, mais vous fermez votre gueule puis vous laissez passer. Et je peux vous dire qu'ils sont pas de bonne humeur. Ils sont pas de bonne humeur, les députés conservateurs du Québec. Là, il y a le NPD, qui n'existe plus vraiment. Puis Elisabeth May, Elisabeth May. Fait que, il reste juste nous autres. Il reste juste nous autres, avec les faibles moyens qu'on a, et avec les communications, ces réseaux sociaux, et avec quasiment la moitié des employés d'Alto, en tout cas des hauts dirigeants d'Alto qui ont été chez Radio-Canada. Je dis pas qu'il y a un complot, là. Je fais juste dire tout est dans tout dans la vie, on connaît des gens, puis on sait comment ça marche, la politique, là. Fait qu'on est 22 bloquistes à essayer de dire qu'il faut poser les vraies questions, les bonnes questions, respecter le processus démocratique, s'assurer que le monde est respecté. Puis voyons voir ce qu'on pense de ce projet-là, qu'on aura des vraies réponses, mais entre-temps, lâchez mon monde tranquille. Comprenez? On est juste 22. Si on est tout seul, là, je vous l'ai déjà dit, moi, je l'ai mon monde chez nous. Les gens me suivent. Puis je suis convaincu qu'à Mirabel, 90 % des gens sont d'accord avec moi. T'sais? Puis je le sais que Yves, il a son monde. Puis je le sais que Luc a son monde. Mais c'est pas assez. C'est pas assez. Des députés, sans leur monde en arrière, sans beaucoup de monde en arrière, quand ça se lève en Chambre des communes, on a la force des gens qui sont derrière nous. Puis c'est vrai. Puis ils le savent. Ils le savent, là, de l'autre côté. Ils le savent quand c'est un stunt, puis ils le savent quand on a labouré le terrain, puis qu'on amène la terre avec nous autres. Ils le savent, ça. Fait qu'on a besoin d'aide là-dedans pour poser les bonnes questions. La pétition, là, elle dit juste qu'il faut respecter les gens. Puis elle dit essentiellement ce que je vous ai dit sur Mirabel. Que nous autres, là, chez nous, là, on a un message à porter qui est important. Je me rappelle, Christian, je relatais une conversation privée, mais Christian, à un moment donné, il me dit, Jean-Denis, dans les années 70, on a fait une erreur. J'ai dit, c'est quoi? On ne s'est pas rassemblé assez vite. Ils disent, on aurait dû faire ça en 69 parce qu'en 73, il était déjà trop tard.
on est en mode réaction. C'est vrai, Christian? Bon. Ben c'est ça. Tu sais, moi, puis ça revient à ce que M. disait tantôt, là. Moi, depuis le 15 janvier, vous savez, moi, quand ils ont décidé de publier leur tracé, ils n'ont pas averti les élus bloquistes. Juste les libéraux le savaient, puis ils l'ont pas dit. Ils n'ont pas averti les maires. Ils n'ont pas averti les maires. Je ne sais pas si vous avez reçu des messages, là, mais vous l'avez appris sur Internet comme tout le monde. Puis ils vous ont annoncé que 3 semaines, 1 mois plus tard, ils étaient chez vous pour consulter. Puis ça prend juste un ingénieur de votre municipalité qui a prolongé ses vacances puis qui est à Cuba pour que vous ne soyez pas prêt à être consulté, mais encore. C'est comme ça qu'ils se comportent. Moi puis ma gang de bloquistes, on est 22 à Ottawa, là. Puis moi, je parle pour moi. Moi, depuis la mi-janvier, je dors plus, ma femme me voit plus. On travaille là-dessus, on se promène, on va voir le monde. On est ces projets de loi longs, puis on se bat, puis je me promène. Puis il n'y en a pas de limite à ce qu'on peut faire. Bien, si vous pensez que les droits des gens, c'est important, que c'est 15, ça n'a pas d'allure, passez là la pétition, puis sortez de chez vous, puis organisez-vous, puis c'est important. Toute la responsabilité n'est pas sur le dos des politiciens. Là, le projet de loi, il est au Sénat. Mais attendez-en pas trop du Sénat, là. Un budget, c'est un vote de confiance. C'est pour ça qu'ils mettent des choses inacceptables dedans. Parce qu'ils se disent, l'opposition conservatrice n'osera pas voter contre, ils ont trop à chienne des sondages. Fait que tout passe. Pensez pas que le Sénat, une institution non élue, va battre un budget. C'est jamais arrivé dans l'histoire canadienne, ça n'arrivera pas là. C'est des libéraux, qui sont là-dedans. Fait qu'on est là. Moi, ce que je vous ai dit ce qu'il y a dans ces 15. Vous pensez que c'est pas vrai que je fais de la désinformation? Allez lire le bill. Vous pensez que je fais peur au monde puis que j'ai craqué le monde de Mirabel, comme le gouvernement me dit, puis que je fais peur au monde? Allez les voir. Puis venez chez nous. Venez faire un tour. Regardez, c'est quoi des servitudes? C'est quoi pas être capable de faire une résidence de personnes âgées parce qu'il y a des servitudes dans notre coin, à Saint-Nicolas-Stick? Puis c'est quoi une terre qui est séparée? Puis allez voir ce qui est arrivé en Europe. Puis ce que je vous dis, c'est qu'ils ne sont pas prêts à faire ce projet-là, et qu'ils ne sont pas prêts à exproprier et aller chercher du terrain, et qu'il y a des probabilités d'abus qui sont élevées et qu'on peut l'éviter. Puis ça, c'est pas être fermé d'esprit, puis c'est pas être contre le progrès, puis c'est pas être contre le transport innovant, ça, là.
c'est de demander une saine gestion d'un projet, puis c'est de demander de savoir c'est quoi ce maudit projet-là avant de pouvoir se prononcer. Puis c'est là qu'on est, le bloc, là. Tu sais, vous ne pouvez pas être pour ou contre un projet qui n'existe pas, mais vous pouvez être contre la façon dont ça se fait présentement. Pas à n'importe quel prix, puis pas n'importe comment. Puis présentement, c'est du n'importe comment. Merci Thierry. Je vais faire ça bref. Pour être allé à la consultation en février à Mirabel, je dirais pas que vous avez craqué, ni toi, ni Denis, ni ceux qui étaient en avant. Je dirais que dans la salle, c'était beaucoup plus de l'inquiétude que du craquage. Énormément d'inquiétude. Ma question est, c'est les gens de Mirabel qui me l'ont fait penser. Concernant l'expropriation, est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a dans le projet de loi ou autre, est-ce qu'il y a quelque chose à quelque part qui mentionne que s'ils exproprient trop grand, comme ils ont fait à Mirabel, qu'ils vont soit redonner non, mais revendre la terre en premier lieu aux agriculteurs qui ont exproprié ou s'ils vont aimer mieux avoir des condos sur le bord de l'Eutrac? Non, en vertu de la loi, c'est à Alto à déterminer ce qu'il y a besoin. C'est à Alto à déterminer ce qu'ils ont besoin pour leur projet. Ils ont le droit de l'exproprier en processus accéléré. Et non, des processus de rétrocession. Hey, je sais pas si vous savez là, qu'à Mirabel, là, pas simple ces affaires-là. Là. Rétrocéder des terres, là, il n'y a pas personne qui fait un projet et qui vous dit hey, regardez, c'est tellement probable que vous vous fassiez avoir qu'on va mettre un processus de rétrocession dans la loi. Ça n'existe pas, ça. Regardez, je vous le dis, c'est la même chose à Québec, là. Pour des installations portuaires. Je veux dire, ils l'ont pris puis ils le gardent. Ce qui est arrivé à Mirabel, là, des rétrocessions de terre, là, c'est jamais arrivé, hein? T'sais, si ces gens-là ne s'étaient pas battus, là, comme une gang de warriors, là, comme vous n'avez jamais vu de votre vie, là, ça serait encore fédéral, Mirabel, puis j'aurais même pas de circonscription. Ah oui, il serait encore à loyer, là. T'sais, ça a été ça, là, la surprise à Mirabel. Ils se sont rendus compte que le monde chez nous, là, c'est pas des enfants de cœur quand vous les écœurez. Ces gens-là, ils n'ont jamais rien demandé dans la vie. Puis les gens qui ont mené ces batailles-là auraient bien aimé ça avoir une vie normale. Puis ils ont décidé qu'ils ne se laissaient pas marcher dessus. Puis ils auraient bien aimé ça cultiver leur terre bien tranquille. Vrai? Bien, c'est ça. Puis la vie leur a amené ça, puis ils ont décidé qu'ils se battaient. Puis aujourd'hui, ils sont inquiets, puis c'est un message qui est porté. Puis moi, bien, je le relaye parce que j'y crois. Oui, puis un commentaire rapide, là. Il nous dit ça, le gouvernement. Ils nous disent, là, il n'y a jamais rien qui se fait au Québec puis au Canada, puis qu'il faut aller vite. Vous l'avez entendu, ça. Puis ce loi-là, c'est parce qu'il se fait jamais rien. Puis ils nous donnent toujours l'exemple, le fédéral, de la voie de contournement à Lac-Mégantic. Ils nous disent, regardez, ça fait 14 ans, puis c'est pas encore fait. Puis ça, c'est à cause des règles d'expropriation puis des consultations. Okay? Puis on en jasait tantôt à table pendant le lunch. Lac-Mégantic, tu sais, je fais attention à ce que je dis parce que il y a une tragédie innommable qui a eu lieu là. Et ces gens-là, mettez-vous à leur place. Ils n'en veulent pas de train. Comprenez, c'est normal que ça se talle. C'est normal que ça soit long. C'est normal que ce soit délicat. C'est pas un exemple à donner, ça. Comprenez? Pour violer des droits ailleurs. Au contraire, on devrait avoir un très, très, très grand respect pour ce qui est en train de se passer là-bas. C'est-à-dire que même pas si longtemps après la tragédie, somme toute, il y a des avancées dans ce projet-là. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas un argument. Moi, j'ai 43 ans. Puis, je pense que j'entendais parler d'un TGV Québec-Toronto quand j'en avais 8. Vous en avez tous déjà entendu parler? Quand est-ce qu'un gouvernement a fait un bureau de projet, une étude d'ingénierie, une étude d'architecture, du carottage, de l'évaluation, un tracé, puis mis une scène là-dedans pour voir si ça se faisait? Depuis 30 ans. Bien, trouvez-moi la don à Seine. Ben, là, c'est des 500 dans cette heure-là, mais non. Jamais un gouvernement a fait quoi que ce soit. Et tout à coup, il décide qu'il se déniaise, là, tu sais. Et là, tout à coup, il faut que ça se fasse dans 3 ans. Ben, c'est une urgence nationale. Comprenez? À un moment donné, il faut questionner ce qu'on nous dit, là. Il n'y a jamais rien qui se fait au Canada. Moi, chez nous, là, puis, regarde, je vais conclure là-dessus, là. Ils nous disent, c'est du pas dans ma cour, puis vous voulez jamais rien, puis les agriculteurs sont jamais contents. Chez nous, là, depuis les expropriations de Mirabel, il est passé la 50, la 13,
des pipelines de gaz métro, le 9B qui est entretenu, qui est un pipeline de pétrole. Il est passé quoi d'autre chez nous, là? Il y a eu des lignes d'hydro, il y a des servitudes partout pour des pylônes. Et on ne s'est jamais ramassé comme ça. Il y a toujours eu des consultations. Les gens savent que tu arrives délicatement, que tu ne traites pas les gens comme le fédéral les traite. Et que ça arrive que quand le projet il est nécessaire, porteur, puis que, tu sais, on en veut de l'électricité, puis on veut que les gens circulent. Puis la 50, ça a été compliqué, mais ça s'est fait, puis ça s'est fait. Comment ça se fait qu'on nous dit que c'est du pas dans ma cour quand chez nous, avec expropriation, servitude, puis dans cette catégorie d'un peu de violation du droit de propriété-là par l'État, comment ça se fait que jusqu'à maintenant, on n'avait pas de problème dans notre cour? Ben, ça pourrait être sûr qu'il y a un problème avec la façon de travailler du fédéral, avec le projet, avec la relation de confiance qu'ils ont brisée avec les gens. Ben, c'est ça la question. Comment ça se fait que c'est pas dans ma cour, c'est pas dans ma cour? T'sais? Mais ça ne veut pas dire de détruire la cour, par exemple. Mais c'est ça la question qu'on se pose. Ils vont-tu détruire notre cour? Ça, c'est un autre enjeu. Bravo. Hey, merci beaucoup tout le monde pour votre... vous avez été d'une attention exemplaire, vraiment. Puis merci 1000 fois à mon collègue Jean-Denis, à mes 2 collègues, Luc et Gabriel aussi, puis à toutes les personnes qui ont été présentes aujourd'hui. Je pense que Jean-Denis mériterait une belle ovation debout. Je vote pour ça. On peut jaser encore, mais bonne fin de journée.